Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite et gagné avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec tes lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over. J'aime ça, le vétéran, ça finit, hein? Le vétéran, t'es posé, t'es sage, monsieur Miyagi. J'ai de l'air tranquille. Et à chaque fois que je regarde, je me retiens toujours de faire le commentaire, mais j'ai toujours un fou rire. Je fais, notre ami Gagné a déjà été dodu. Et moi, je le suis aujourd'hui. Exactement. Chacun notre tour. Moi aussi, je vais période de dodu, mais ça me fait toujours rire. Hey, bienvenue tout le monde à Game Over. Maxime Martin en compagnie de Roger Brulotte dans quelques instants, Eric Gagné. Et évidemment, c'est l'épisode numéro 4 et je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je nous présente les trois en même temps. Fait que moi, grosse semaine, j'ai revisité c'est quoi être un ado, un gamin. Je suis allé jouer au hockey. Si tu as joué au hockey, c'était bien, mais j'aurais aimé ça que tu joues au baseball. C'est exactement ça. Je sais même pas pourquoi tu as joué au baseball? Non, mais c'est parce qu'on est on est évidemment dans les studios de la Poche Bleue, fait que tout est hockey, fait que tout ce que j'essaie. Mais non, je suis allé jouer un match, on peut appeler ça un match étoile, des humoristes contre le Big Bill de Quaticook. Alors, vous avez fait rire le monde. Oui, mais pas sur le terrain. Non. Ça a été pas si pire. Honnêtement, ça a fini 18-18, fait que tu vois que la défensive était au rendez-vous. C'était moitié balle donnée, moitié baseball, mais moment de fierté parce que lorsque moi j'ai balle donnée, ça vient me chercher. Mais évidemment, les gars se sont retenus un peu, mais c'était quand même peut-être 84-85 000 à l'heure, ce qui est quand même pas si pire. Et je me rends compte que j'ai encore le bâton est là. Mais la vitesse... C'est pas parce que t'as frappé 3 roulants que le bâton est là. Ça compte... Non, j'ai sorti de l'avant-champ. Moi, c'était ça mon but. Il se passe au tennis, un lob. Un lob et tout ça. Et je suis très fier aussi parce que j'ai mis fin à une manche avec un plongeon. Comme Springer. Comme Springer. Wow. La seule différence, c'est que Springer, lui, son timing était parfait. Moi, il a fallu que je plonge parce que j'ai mal commencé. Pas pour les mêmes raisons. Non, j'ai reculé, je fais « Wow, je l'ai mal gagé! » Fait qu'il a fallu, mettre de la balle, C'est beau. L'odeur du gazon. C'était plein de petites familles. Le fun du baseball, l'été, surtout, pourquoi? Parce que il fait beau. Baseball, le mois d'avril, c'est le fun, mais il fait pas beau. Mais l'été, comme là, on commence, on cogne à la porte. Exactement. La fin du printemps. Tu arrives là, tu entends les petits oiseaux qui là, tu cours après les balles et tu t'amuses. Le gars te lance une balle trop rapidement, tu fais semblant de la laisser passer parce que tu l'as jamais attrapé. Mais... ouais. Et je sais pas qu'est-ce qu'on Et veut. La vitesse. Mais en plus, là, je suis encore sur le choc de t'entendre imiter les oiseaux. Je trouve ça extraordinaire. Ça. Si on cherchait de la promo pour la semaine, on sait exactement quel segment qu'on va prendre. Mais comme je te dis, tout le monde avait un Mr. Freeze ou une crème glacée. Tout le monde, ce genre. Le baseball étant un sport, on va le dire là, même si ça c'est... si on a récupéré du temps par rapport au passé, tu jases avec ton voisin. C'est une ambiance. Tu as le temps de jaser. Ouais. Moi, je dis toujours, le baseball, c'est la première fois qu'une fille peut dire à son père « t'as tort ». Si tu parles à ma fille, moi... Non, mais sans envoyer de chicane. Non, pas la même chose. Sans envoyer de chicane. Ouais. Qu'elle peut dire à son père « écoute-moi bien, là, je suis pas d'accord avec toi ». Puis il n'y aura pas une discussion que son père va dire « écoute-moi bien, là, ce que je dis, j'ai raison ». Les autres façons dans la vie, c'est pas la même chose. Mais tu sais, elle s'en va au baseball avec son père. Elle dit, moi, là, je pense qu'il va aller avec le vol de but. Son vol de but est aussi bon que son père qui dit pas de vol de but. Il y a une complicité qui est incroyable. Des moments magiques. Et puis si on y va maintenant aussi avec le baseball majeur, ce qui est le fun, c'est que là, on a hâte que ça commence. C'est les maniaques comme nous autres, on a hâte que ça commence. Le camp d'entraînement, il est le fun, mais il est long parce qu'on a hâte que ça commence. Mais écoute bien, on en parlait tout à l'heure avec Eric, parce que j'ai une question à poser. On a parlé de Snell la semaine passée, puis il a fait tout un commentaire cette semaine. Oui, sur le camp d'entraînement, justement. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu sais, avril, mai, là, on début juin, là, là j'ai l'impression que la vraie saison commence. T'as le camp d'entraînement, t'as le long camp d'entraînement, avril, mai. Juin, pour moi, c'est là que ça commence vraiment. C'est pas ça que ton avril, ton mai, il faut pas que tu t'éloignes trop de tout le monde. C'est ça qui est tellement important. Faut que tu demeures là, puis lentement, mais sûrement, tu les rattrapes. Ben, c'est du coup, je vais me servir de ça pour justement qu'on invite notre grande chum. Eric Gagné avec nous présentement. Comment ça va, buddy? C'est bon, ça va bien? Oui, toi, Eric? Quand tu regardes la semaine qu'on vient de... en forme! Tiens, regarde-moi dans ça. Tellement en forme, regarde notre chandail. On est tous habillés pareil, on est tous cute. Vous êtes tellement beau, là. On a-tu des beaux chandails? C'est ton hoodie, là. C'est le gars qui est dans le secteur le plus chaud, puis c'est lui qui a un hoodie. Exactement. Et plus on avance dans la saison, moi, d'ici la fin de l'année, je vais le voir suer avec son hoodie, juste pour le fait que nous, on n'a pas un. Évidemment, pour ceux qui... Mais c'est à cause j'ai des shorts. Je suis en short, parce que ouais, puis j'ai déjà été chez vous, ton garage est climatisé, fait qu'il n'y a aucune... tu fais pas pitié pendant tout au pire. Quand il ouvre la
rapporte qu'il a la vue sur les montagnes de l'Arizona. Une situation très difficile avec laquelle il faut sympathiser lorsque tu vas chez les gagnants. Évidemment, ce qu'on porte, ça vient de chez Psycho Bunny. Et c'est tellement drôle parce que j'avais un de mes chums, je travaille sur un autre podcast avec ma fille qui va sortir bientôt, j'en parlerai plus tard. Notre troisième invité est quand même quelqu'un d'assez connu dans le monde de... En tout cas, je le dirai, pas tout de suite. Mais j'ai promis à ma fille, je gardais ça... je vais faire attention à ma grand gueule, comme on dit. Mais il y avait un Psycho Bunny, puis je dis, il a mis où ton chandail? Tu ne devineras jamais le nom de la marque. J'ai fait, oui, c'est Psycho Bunny. Fait, comment tu connais ça? Parce qu'on commence tout le monde à connaître ça, Psycho Bunny, puis c'est confortable. Moi, je le trouve confortable, pas obligé de jouer au golf avec. Tu sais, des fois, tu te jettes un chandail, tu portes, tu sais, aller jouer au golf avec. Celui-là, non, je veux pas aller jouer au golf avec. Je vais dans une sortie, je vais aller au restaurant, me promener. Je suis très à l'aise avec ça. Je suis libre quand tu veux. J'ai dit avec des amis. Et évidemment, on peut voir le côté plus décontracté, évidemment. Et il faut dire aussi qu'ils sont associés avec Tennis Canada cette année. Donc, oui. Psycho Bunny, qu'on voit de plus en plus répandu un peu partout. Merci pour les chandails, c'est très gentil. Man, on est commandité, je l'ai dit, on est officiellement... bang! On y va. Exactement. Oui, l'année passée, c'était un début de saison... le fun. Et là, évidemment, là, c'est comme, on dirait que... Oui, mais vous avez rajouté un vétéran. C'est normal que la commandite. C'est normal. Oui. On a voulu faire un échange en plein... Tu sais, la période de transaction, il n'était pas disponible. On aurait pu avoir d'autres options, mais on dit non, on va entendre... Non, on n'aura pas plugué. C'est juste pour pluguer parce qu'on avait besoin de lanceurs partants. Donc, mais comme de fait, man, quel plaisir de parler de baseball avec vous deux. Et c'est ça que je disais pour commencer la discussion. Je suis content qu'on arrive en juin parce que pour moi, c'est la vraie saison qui commence. Roger avait un bon point parce que... C'est parce qu'Éric, la semaine passée, on a parlé là 2 semaines, on a parlé de l'importance du camp d'entraînement. Il y a des joueurs de plus en plus qui veulent dire c'est pas important le camp d'entraînement. Mais là, tu regardes les lanceurs qui n'ont pas participé au camp d'entraînement. Montgomery, Snell, les problèmes qu'ils ont. Le camp d'entraînement est si important que ça pour les lanceurs? Ah oui, écoute, le monde ne comprend pas, surtout pour les lanceurs. Les frappeurs, OK, tu peux frapper, tu peux aller dans les cages, mais lancer, tu ne peux pas lancer toute la saison morte. Puis te rendre à 100 genre, mettons, tu peux te lancer à 80-90 mais l'autre 10, 5 ou 10 peut être vraiment à 100 avec game ready qu'appelle. C'est vraiment un petit peu différent. Ça prend beaucoup de temps. Moi, ça me prenait environ 1 mois et demi, 2 mois. Avant que tu sois prêt? Oui, exactement. Avant que je sois pas capable de lancer 2-3 jours en ligne, capable de bounce back, on dit en anglais. Ouais. Puis c'est en tant que lanceur, tu sais, veux pas, oui, tu vas te sentir bien peut-être le premier mois, mais il ne faut pas oublier, c'est 162 games. On a quasiment 30 départs pour les lanceurs partants. Fait que, tu sais, veux pas, tu commences trop fort un petit peu, trop vite, les manches, les choses comme ça. Si tu n'as pas été un bon camp d'entraînement d'1 mois et demi, c'est vraiment difficile que ton corps s'acclimate à une saison complète parce que on voyage pas au camp d'entraînement. C'est des choses qui sont faciles à faire. Le voyagement, le premier mois, surtout avec tu vas jouer à l'extérieur quand il fait plus froid, quand il fait plus là, la température est plus chaude. On est plus un peu rentré dans notre routine, comme on dit, de la saison. Mais au camp d'entraînement, comme toi, comme releveur au camp d'entraînement, tu parles de ta vitesse. De quelle façon que tu gérais cette vitesse-là au camp d'entraînement? Oui, parce que tu parlais de 80-90, justement, faut que tu t'en retiennes parce que vous êtes tous des fougueux, fait que c'est pas évident, là. Oui, tu t'en retiens un petit peu, mais moi, la façon que je me retenais, c'est j'en sais pas d'un game, d'un gros game. J'en sais vraiment d'intérêt sur les games B qui appellent les terrains à l'extérieur, il n'y a pas de fans, fait que tu as au moins d'adrénaline. Fait que tu forces un petit peu moins. Moi, j'en sais peut-être 3, 4, 5 fois maximum d'une game de Major League. Le reste des games, c'est vraiment mineur. Puis écoute, quand tu as un poste, c'est facile, tu n'es pas obligé de rien prouver. Mais quand tu es jeune, c'est là que c'est là qu'ils peuvent le plus se supporter, mais c'est là que des grosses erreurs arrivent. Parce que veux pas, t'as pas de poste, fait que tu essaies de trouver plus de bonheur. Fait que pour moi, c'est ça. Là, on va voir les vétérans qui vont commencer à performer un petit peu mieux. Ils vont commencer à rentrer dans leur routine. Puis c'est là que les gars comme les gars plus âgés, ils vont commencer à avoir un petit peu leur aller un petit peu vers les mois qui comptent, c'est les 2 derniers mois de la saison. On dit souvent, les recrues arrivent en début de saison, sont dominants le mois d'avril, mois de mai, et soudainement, le mois de juin arrive, et ces recrues-là, on ne les voit plus. Parce que, comme tu viens de mentionner, les vétérans commencent à être prêts, autant pour frapper que lancer. Puis les frappeurs, tu les vois pour la 2e, 3e fois, tu sais, fait que ça a adapté. Oui, une grosse différence. C'est ça la grosse différence entre les vétérans et les recrues. Les vétérans, même s'ils commencent tranquillement, ils ont confiance à leur routine, ils ont confiance à leurs statistiques parce qu'ils ont passé par là avant. Fait que, c'est ça que quand tu es des jeunes fougueux, c'est le fun, l'énergie est incroyable, mais sont-ils capables de la contrôler? Les vétérans sont capables. Fait que c'est pour ça que je pense que là, on va voir les vraies équipes qui vont commencer à
se séparer un petit peu du pack normal. Là, tu vois, les premiers mois et demi, tu vas avoir des grosses surprises, tu vas avoir des équipes qui vont te dire « Wow, c'est incroyable, ils sont jeunes, ils sont fougueux. » Là, tu vas voir quelque chose un petit peu mieux, puis plus d'énergie. Mais là, tu vas voir les 2-3 derniers mois, là, on va commencer vraiment à séparer les vraies bonnes équipes. Les équipes qui ont plus de depth, qu'on appelle plus de bons bullpen, plus de profondeur, que ce soit sur le banc, que ce soit sur le bullpen. Mais c'est drôle parce que tu parlais quand les vétérans, on sait que, bon, vous connaissez le rituel du camp d'entraînement, justement, l'espèce de, le loup un peu plus sage, genre, on prend notre temps, tout ça. La meilleure citation, tu l'as entendu plus qu'une fois, Éric, au camp d'entraînement, la jeune recrue qui écrit à sa mère, « Maman, prépare mes valises, je m'en vais dans les majeurs. » 3 semaines plus tard, avant la fin du camp d'entraînement, il dit « Maman, je reviens à la maison, il commence à me lancer à la cour. » Ouais, mais on est rendu là. Regarde cette année, les Orioles, on parle des Orioles. Les Orioles, on s'attendait peut-être à un meilleur début de saison. Je suis en train de faire les matchs présentement. Et tu vois que les jeunes joueurs commencent à baisser un peu. Sauf les bons. Les bons continuent à frapper, mais les autres, ça tombe. Ben, en fait, moi, une question que j'ai pour vous deux, parce que là, c'est ce qui je trouve un peu frappant. Tu sais, évidemment, depuis que le pitching clock, excusez-moi l'expression. Le cadran. Le cadran, merci. Ça aurait été aussi simple que ça, je sais. Excuse-moi. Franchement, non, mais tu fais bien parce que le pitching clock, cadran, merci beaucoup. Tu vois, c'est pour ça que t'es là. Ah, merci. Et entre autres, évidemment. Et non, mais on dit, bon Dieu, l'année passée, il y avait tellement de joueurs blessés, tellement de lanceurs qui blessaient au bras, d'opérations de Tommy John. Bon, encore un peu cette année aussi, mais j'ai l'impression que je me demande vraiment si l'impact se fait pas plus sentir sur les frappeurs. Depuis le début de la saison, c'est hallucinant le nombre de joueurs quand même, pas les vedettes, mais quand même un nombre impressionnant de joueurs réguliers, des performants. Des genres des 260, 110, 80, 15 à 20 circuits, 80 points produits par année, qui frappent à peu près pour 210. Fait que je me demande si vraiment le cadran n'a pas plus un impact maintenant sur les frappeurs que les lanceurs. J'ai l'impression que les lanceurs sont adaptés, puis là, on dirait que c'est les frappeurs qui sont derrière. Je me trompe-tu? Avez-vous la même observation? Ben écoute, je peux pas dire que ça l'affecte les frappeurs. Moi, pour les lanceurs, peut-être les blessures, on peut dire qu'il y a peut-être un point d'interrogation par rapport aux blessures, par rapport à un gars comme on parlait, Minoa, que ça allait-tu affecter? Les gars qui sont un petit peu plus gros, comme un gars comme Lance Lynn, ça va-tu l'affecter plus? Parce que son tempo est déjà assez rapide, mais les joueurs qui sont plus lents, ça change leur chose. Mais en tant que frappeur, je vois pas vraiment que ça peut les affecter. Oui, il y a peut-être un ou deux ou trois joueurs que si on a peut-être une longue routine, comme dans le temps de Nomar Garcia-Parra qui faisait ses 5-6 affaires à chaque fois. Il y a des joueurs, ça fait longtemps. Les joueurs des mineurs, là, ça fait 2, 3, 4 ans que c'est déjà adapté. Fait que je pense pas que ça l'affecte les joueurs, les frappeurs tant que ça. Mais oui, écoute, ça dépend aussi de la température. Quand tu joues une place qui est à Chicago, qui fait pas beau pendant il y a 3-4 jours par semaine, tu as été chanceux de jouer, ça l'affecte énormément. Fait que, si tu regardes les statistiques, où est-ce que les joueurs jouent, par rapport à la température où ils sont, je pense que ça va faire plus un indicatif que la clock, je pense. Je vais te répondre pour les frappeurs. J'ai une question à te poser sur les lanceurs. Fais penser aux Twins du Minnesota. Les meilleures équipes des Twins du Minnesota, c'était quand? Lorsqu'ils jouaient au Metrodome. Ouais. À l'intérieur. Ils se faisaient toujours beau. C'est là qu'est la grande différence. Question pour toi, pour les lanceurs. Tout le monde parle du cadran, mais crois-tu si peut-être que les lanceurs tentent de lancer à 100 000 à l'heure et plus au lieu de lancer tout simplement des blessures? 100%. C'est sûr que, écoute, veut pas. Nous autres, dans le temps, on se faisait. Moi, quand je lançais avec des mineurs, là, c'était 80%. On lançait à 80% d'effort. Puis si on avait, mettons, 0 balle 2 prises, on voulait lancer un petit peu plus haut, un petit peu plus fort. Là, on allait chercher un petit peu dans notre gas tank. Mais à cette heure, c'est 100%. L'effort, c'est 100% tout le temps. Ils montent à lancer le plus fort possible. Comme au golf, c'est la même chose. Ils montent à soigner le plus fort possible. À chaque fois. Fait qu'ils disent, OK, chaque fois. C'est ça que je pense, c'est ça un petit peu qui me manque dans le baseball. C'est pour ça que le baseball, là, ils ont changé tous les règlements. Ils ont montré aux joueurs comment lancer haut pour avoir des swing and miss rate, mais puis ils montrent aux frappeurs d'avoir un launch angle. Fait que tu sais, veux pas, ça va venir qu'il y a beaucoup plus d'élan qui me manque, il y a beaucoup moins de contact, il y a moins d'action, puis c'est rendu plus plate comme game. Fait qu'ils ont changé le règlement à cause de ça. Mais je pense que, tu sais, c'est les joueurs essaient de lancer plus fort. Il y a beaucoup plus de blessures. La façon dont on s'entraîne, il y a des méthodes qui n'ont pas été prouvées, qui font juste, OK, le gars, il va lancer 100 000 à l'heure, fait qu'à 15, 16, 17, 18 ans, tu vas imiter les plus vieux des majeurs. Fait que ça, je pense, c'est plus ça que d'autres choses, les blessures. Puis les jeunes, ils sont beaucoup plus jeunes, ils ne connaissent pas leur corps. Puis quand arrive des majeurs, quand on va parler des 500 manches des mineurs, là, c'est les 500 manches des mineurs. Les mineurs, tu as beaucoup de chances de te blesser. Tu as beaucoup de chances de connaître ton corps. Comment tu bounces back après
après 90 lancés, après 120 lancés, 4 jours après avoir voyagé, des choses comme ça. Ça, c'est des tests qu'on peut avoir, les mineurs, qu'on peut avoir un bon gauge, mais qui arrive là à 21 ans, 22 ans, un gars comme Skinks, il n'a jamais lancé 100 manches, je pense, dans sa carrière. Il me fait peur. C'est ça qu'on va... Il me fait peur, Skinks. Je le compare à Alex. Pourquoi qu'il me fait peur? C'est un jeune qui arrive, puis lui, la seule chose qu'il veut faire, c'est 100 000 à l'heure avec une bête glissante. C'est ça qui me fait peur. Mais moi, que je regarde, c'est plus l'effort. Pour moi, il est vraiment smooth. Il est vraiment... Il y a du monde que tu vois lancer, tu vois, wow, c'est 100% effort. Ils ont tout ce qu'ils lancent. Ils saignent du nez. C'est incroyable l'effort qu'il a. Lui, il n'a pas l'air à forcer de tant que ça. Fait que oui, c'est sûr, un gars qui a un talent comme ça, tout le monde va s'énerver un peu. Tout le monde va avoir peur qu'il se blesse parce que veut pas. Il va se blesser, ça. Il va se blesser, c'est sûr, à 100%. Faut juste se dire qu'il va se blesser. C'est quand qu'il va se blesser. Pas cette année, là, j'allais dans une coupe de poule, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'il attende un peu. Mais attends, mais chose qu'à part, moi, je me dis, ce qui fait la différence aussi, c'est que maintenant, ils savent bien qu'ils vont pas lancer plus que 5-6 manches. Fait que tu gardes. Oui, mais c'est pas payant, 5-6 manches. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ils savent qu'après 3-4 revers Oui, mais s'il veut faire de l'argent l'année prochaine, il faut qu'il lance. Il faut qu'il se rende à 6, il faut qu'il se rende à 7. Sinon, on va juste faire de l'argent. Oui, mais ça dépend des coachs. Mais ça commence à changer aussi un petit peu. Là, il commence à voir la valeur des manches lancées à cette heure. Parce que veux pas, faut que tu te payes des releveurs. Les releveurs, tu n'en as pas autant que tu veux, que tu vas être capable de dominer. Tu vas payer un releveur 25 millions pour un closer. Là, tu as une manche. Tu n'as pas 3, 4, 5 manches. Là. T'as des autres joueurs après ça. C'est quasiment. Tu sais, faut que tu gages. Et la 6e, la 7e manche, c'est quasiment les manches de ça, les bridge innings. Là, c'est bien ça. Les manches ponts, on va dire. Et la qualité des lanceurs laisse à désirer. N'importe quelle équipe, si tu peux malmener ton lanceur partant à l'autre bord, puis s'il fait juste 6 manches, et pourquoi que tellement de matchs qui se décident en 7e, 8e manche, la qualité des lanceurs n'est pas là. La 9e manche, on se casse pas la tête, tout le monde a un bon releveur. Mais ça, c'est clair. Mais moi, je me souviens aussi, justement, à un moment donné, c'était comme la mode. C'était non seulement, tu sais, comme tu l'as dit, tout le monde avait un bon releveur, mais il fallait trouver les spécialistes de la 7e et de la 8e parce qu'on oublie que, comme tu l'as dit, c'est des manches-ponts. C'est bien beau mener par un point, mais il faut que tu te rendes jusqu'en 9e, tu sais. Le meilleur coach des majeurs, c'est un gars comme Franco, un gars comme Jim Tracy, un gars comme Philippe Pialou. Lui, eux autres, il y avait des rôles en arrière. C'est pas compliqué. Tu avais ton closer, tu avais ton righty, left, gaucher, droitier, setup man. Puis tu avais tes gars qui avaient 1 ou 2 manches après ça. Puis le reste, c'était juste des gens, des plus jeunes, des choses comme ça. À cette heure, là, ils changent tellement de rôle que, tu sais, si tu vois un gars qui lance 5 manches, tu as besoin de 4 autres manches de filet. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un game, plus tard dans le game. Là, les at-bats sont complètement différentes. La première at-bat d'un frappeur, il est un petit peu, moi, j'aimerais ça qu'il soit autant focusé, concentré, mais c'est complètement différent. La première at-bat que tu fais, tu n'es pas aussi concentré, tu n'es pas dans le game autant. Tu as plus d'erreurs, de marge d'erreur en tant que classeur. Mais si, mettons, c'est important, les 4 dernières manches, tu veux pas. Il n'y a pas de monde qui va regarder les 3-4 premières manches puis va arrêter de regarder la game. Tu vas regarder les 3 dernières manches parce que c'est là que l'action se passe, c'est là que le résultat va vraiment avoir la grosse stress des manches et les 3 dernières manches. Moi, je regarde, tu parlais justement de la zone des prises. Je me souviens quand je parlais avec les arbitres, avec la nouvelle zone des prises, le tir plus haut. Et la première chose qu'ils m'ont dit à l'époque, il va y avoir plus de retrait sur 3 prises. Pourquoi il y a plus de retrait sur 3 prises? À cause de ça. C'est justement à cause de ça. C'est pas compliqué. S'ils veulent faire les changements, arrêtez de faire des changements, changer des buts, changer toute l'histoire du baseball. C'est des niaiseries, ça, là. Mettez le premier but qui est un gros premier but rouge ou bleu. Là, au premier but, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Puis après ça, arrête de coller le pitch haut. Moi, je suis d'accord avec toi. Coller ça. Puis en plus, ces arbitres qui se font chialer après, là, puis avec le carré qui est là, qui est même pas la bonne affaire. Là, tu regardes ça à la TV, là, à chaque fois qu'un... Juste pour revenir au point que tu dis là, Paul Riker, qui est un ancien arbitre que tu as connu quand tu lançais, me mentionnait que ce qu'on voit, le carré, il n'est pas bon, le carré. Il n'est pas à bonne place. Il y a une balle de différence. Alors, lorsque le tir, tu le vois à l'extérieur du carré, tu donnes une balle de différence et c'est comme ça qu'on juge la zone des prises. Alors, ce qu'on voit à la télé, on choque, mais c'est pas le bon carré. Il est pas bon. Ben, tu vois déjà, oui, puis en même temps, en tant que quelqu'un qui regarde la game, envoie-moi ça. Il y a déjà assez de décors, il y a assez des choses. Ils sont toujours en train de montrer quelque chose, l'espèce de pub derrière l'espèce de backstop. Il y a toujours quelqu'un qui a loué, évidemment, l'espace pour pouvoir faire la promo. Je veux juste voir le gars lancer la balle au catcher. Arrête de m'étourdir avec plein de dessins, avec l'angle de la courbe. C'est comme dans le temps qu'il faisait avec la rondelle, dans le temps que Fox avait. La raison que tu fais ça à la télé, c'est pour tes jeunes. Oui, l'entertainment, mais ça n'a pas marché jusqu'à là. Fait que ramène-moi ça à la nature de ce que c'était. Puis, non, mais sérieusement. Mais moi, ça me dérange. J'adore les statistiques alentour. Que veux pas. C'est une game de baseball. C'est regarder
c'est vraiment un match d'échecs qu'on regarde. Là, les stratégies de coach, les stratégies de changement de lanceur qui a été changé un petit peu à cause le minimum de 3 frappeurs en tant que releveur, ça a changé un petit peu. Mais c'est ça qui est le fun. Fait que tu veux pas. Tu veux les jeunes qui arrivent en tant que fans, tu as besoin de les divertir un peu. Tu as besoin de les donner parce qu'ils sont toujours sur leur téléphone. De toute façon, ils font peut-être Ils font d'autres choses. Des paris. Ils font d'autres choses. Ils regardent les paris, ils regardent le social media de l'équipe, des choses comme ça. C'est vraiment interactif. Fait que veux pas, tu as besoin de faire ça pour les jeunes. Mais on parlait de la strike zone. Là. Les arbitres sont bons, là. Mais en tout cas, qui ont changé la strike zone, on ramené ça encore quasiment un 5-6 pouces plus haut. Dans le temps, ils disaient que c'était ça. Genre, ben oui, arrangé aux épaules. Ah oui, là, peut-être pas aux épaules, mais au-dessus de la ceinture. On c'est la donne dur là. On la donne à ça. Avant, elle ne la donnait pas. Fait que tu as juste tout. ramener la strike zone comme elle était, qui était au genou, un petit peu au-dessus des genoux, jusqu'à ceinture, mettons. Là. Puis les lanceurs, ils ne chialeront pas là-dessus. Là. Fait juste coller ça. C'est plus facile pour les arbitres, moins de niaisage, plus de contact, plus d'action. Surtout plus de contact. Surtout plus de contact. C'est ce que je vous disais, c'est le nombre de joueurs, de bons joueurs qui sont en train de frapper 220. C'est bien beau le début de la saison. D'habitude, on voyait ça en avril, mais là, tu sais. C'est des retraits sur 3 prises. Faites juste regarder le pourcentage de lancers qui ont été hauts. C'est juste simple, là, c'est le bottom half, le top half. Là. Très rare à l'auteur des genoux. Très rare. C'est plus haut de 25 à cette heure-là. Parce que les jeunes ne lancent pas bas, ils lancent plus haut. C'est plus facile de lancer haut aussi. C'est vraiment difficile de lancer une balle basse. Ah oui. C'est plus dur. Fait que, tu vois les jeunes qui vont lancer. Le plus fort qui lance, la balle, elle va rise. Ça, c'est le Bird qui appelle. C'était le spin rate qui parlait dans le temps. Là. Ça, la balle, c'est plus facile. Moi, j'avais la même chose. Moi, quand je lançais, elle descend pas, mettons. Ouais. On va dire qu'elle descend pas. Parce qu'on dirait des illusion d'optique. Des vrais magiciens, ces joueurs de baseball. Mais je peux te dire une chose, elle bouge pareil. Le gars qui dit qu'une balle bouge pas au baseball, demande ça au lanceur. La balle qu'Eric se faisait frapper, c'est la balle qui était bien droite. Mais là, ce qu'elle bougeait, il touchait pas la balle. Mais en fait, c'est drôle parce que justement, je m'en allais sur un autre sujet, mais je trouve ça important de. Greg Kimbrough, des Orioles, justement, mon équipe. Go, Baltimore. Mais. Non, mais en fait, il y a une couple de semaines, on s'est dit est-ce qu'on le remplace. Il a perdu son poste de Ils sont rendus à 3. Ils sont rendus à 3, mais Kimbrough, on dirait que ça l'a fouetté, il est revenu parce qu'on pensait même d'aller peut-être chercher de l'aide à l'extérieur avant même la période de transaction. Ben, en fait, c'est déjà la période de transaction, tu vas me dire, avant la date limite. Mais parce que je pense que les Orioles, clairement, ne veulent pas perdre l'avance sur les Yankees. Ils sont capables de se battre avec eux autres. Puis j'ai l'impression que ça l'a fouetté. Ça peut avoir deux réactions évidemment assez évidentes. Soit que ça t'écrase ou soit que ça te fouette. Mais Kimbrough, dans son cas, on dirait que ça l'a réveillé parce que il est redevenu dominant depuis quelques semaines. Là. Fait que ma question est... C'est un gars de Hall of Fame. Hein. Ça, c'est un Hall of Fame en partant. Ouais. C'est simple. Il a toujours été streaky. Il a toujours été comme ça. Tu regardes sa carrière, il a toujours été dominant. Puis après ça, 2, 3, 4 games qui a de la misère. Sa confiance descend un peu, puis il revient tranquillement pas vite. Avec les Dodgers, mais aussi, moi, qu'est-ce que je regarderais? Si, mettons, les Baltimore, je regarderais ces types. Je regarderais c'est quoi la différence, c'est contre qui les équipes qui accordent les points. Surtout. Et quand? Parce que moi, dans le temps, il tipait. J'ai donné un truc, les fans des Dodgers étaient vraiment en mauvaise humeur contre moi parce que quand il était avec Boston, j'ai dit à Alex Cora qu'est-ce qu'il faisait. C'était juste avant la saison. Il fait partie de la game, man. Il n'avait jamais pas échangé. Moi, j'ai pas pensé, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je regarderais ça s'il type. La confiance, tu regardes pas, tu parles pas à lui parce que veux pas, il commence à être un petit peu paranoïa par rapport à ça. Mais je pense que tu regardes, c'est contre les équipes, c'est qui les équipes qui affrontent, qui accordent le plus de points. Mais écoute, c'est juste une question de temps, une question de confiance. Si, maintenant tout est correct, tout est beau, sa balle rapide est quoi, 94, 95 encore, il a encore une bonne balle rapide, sa balle courbe, et il lance sa première prise en tant que son premier lancé en tant que prise, c'est ça le plus important, je pense. Fait que il a le stuff, c'est juste la confiance, puis il a tout le temps été up and down un petit peu. Mais c'est là qu'on a la différence entre, justement, ceux qui sont faits pour jouer à la game à longtemps, puis ceux qui sont un peu plus fragiles, je veux dire. Parce que, tu sais. Il n'est pas plus fragile. Mais tu comprends ce que je veux dire quand on dit à voix haute? On est plus sûr les gens fragiles, c'est des joueurs ordinaires. Les bons joueurs lancent longtemps puis frappent longtemps. Ben, c'est ce que je te dis. Ouais, quand ton coach te dit, c'est ton talent. Il aurait pu s'écraser et dire peut-être que je m'en viens vieux, peut-être que ci, peut-être que ça, Cano, whatever. Il y en a qui se sont. Ben, comme... Je vais vous donner un autre exemple parce qu'on va aller là-dessus parce qu'on parle justement du nombre de présence des mineurs. J'ai pensé à vous deux cette semaine parce que 2 renvois dans les mineurs, quand même assez importants. Édouard Julien au Minnesota. Super bonne saison l'année passée, mais je pense que toute l'équipe en général en arrache un peu. Heureusement que les lanceurs sont là parce que, honnêtement, c'est pas. À chaque game, il y a un héros différent, mais il n'y a personne qui prend. Il n'y a pas de grand meneur présentement du côté des Twins. Et je pense que de l'envoyer d'un mineur, de un, il ne déménage pas. On en parlait tantôt avant la game. Le 3 des Twins était à Minneapolis. Il est au bord de la rivière à Saint-Paul. Fait que ça ne dénature pas trop.
Puis, tu sais, après une saison, tu peux rebondir. Mais c'est quoi la mentalité d'un joueur de même? Tu l'as vécu, Éric. Il y a eu du succès, là, tu reviens des majeurs, tu penses de jouer des majeurs, et là, on te cède des mineurs. Ça peut te passer quoi dans la tête? Écoute, je pense que veut pas, il y a des options. C'est ça, il faut regarder les options. C'est qui peuvent descendre, c'est combien de temps qu'ils vont le descendre. Tu sais, c'est veut pas, c'est pas facile. Mais regarde un gars comme Taureau qui a fait ça chaque année. Ça fait 3-4 ans qu'il descend un monde. Ça fait juste vraiment forger un petit peu ton caractère. C'est vraiment ça le plus important là-dedans. Penser, OK, ça va peut-être pas aussi bien que je veux, mais je vais aller descendre dans le 3A, moins de pression, avoir la chance de travailler ce que j'ai besoin de travailler sans avoir la pression de performer. Je pense que c'est ça qu'il va faire, puis ça va bien aller. C'est un gars-là, c'est une personne qui se fait vraiment spéciale. La façon qu'il soigne le bâton, la façon son mental, son approche de baseball est complètement différente de pas mal de joueurs que j'ai vus. Fait que lui, moi, dans ma tête, il va gagner un championnat de frappeur, c'est sûr, ce gars-là. C'est vraiment un bon frappeur comme ça. Moi, je l'ai entendu l'autre fois en entrevue sur le MLB Network, puis on sent sa maturité, malgré son jeune âge dans les entrevues. Je pense que c'est un bon gage. Et c'est pour ça, moi, c'est un exemple de quelqu'un qui peut rebondir rapidement. Parce que l'autre exemple, je l'ai donné, c'est Spencer Torkelson, qui a été un premier choix au repêchage il y a quelques années, qui a été... Puis j'ai pensé à vous autres, mais justement, il les a pas eu, lui, ses 500 matchs dans les mineurs. Regarde les premiers choix qui sont arrivés dans les majeurs rapidement. Andrew Vaughn. Une belle saison commencée, ça va bien. Et là, soudainement, deuxième année, ça tombe. Et là, c'est la confiance. Mais là, c'est sa 4e année. On te renvoie les mineurs après. Écoute, ça fait 3 ans qu'il est régulier, 4 ans qu'il est majeur. C'est parce que ça marche. Lui, ça vient de le tuer, je pense. Là. Non. Mais j'ai peur pour lui, puis c'est vraiment dommage, parce qu'encore une fois, un exemple de talent gaspillé, qu'on a peut-être rappelé trop vite. Je regarde tous les noms qu'on veut ramener cette année, qui ont été repêchés. Je regarde juste du côté des Angels, Shanwell du côté des Angels, Neto. Man, ça frappe on a essayé Carloday. Non, mais regarde, je pense qu'on s'énerve un petit peu, c'est des choix de repêchage, parce que dans le temps, il n'y en avait pas un premier choix qui se rendait à la majeure de toute façon. On a la chance de les voir. Là. Fait qu'au moins, il faut trouver un juste milieu, mais on a la chance de les voir. Là, comme c'est ça qui est le fun d'avoir des jeunes qui vont du collège au majeur en temps un an. Là, comme Skeet, c'est même pas un an, ça fait 4-5 mois. Il y a eu 25 manches. Mais tu sais, veut pas, s'adapter au majeur, c'est complètement difficile. Tu peux pas comment ça, tu peux pas. Mais c'est quoi le gros changement? C'est quoi le gros changement? C'est tous les jours. On joue à tous les jours. C'est la pression de te faire payer. C'est la pression d'avoir les fans, d'avoir les social media, d'avoir tous les médias contre toi qui te regardent, qui vont tout décortiquer chaque mouvement, chaque raison pourquoi tu frappes pas. Des fois, ça arrive juste que tu vois pas la balle. C'est pas compliqué, puis il n'y a rien à faire à part de juste continuer à jouer. Mais ces jeunes-là, ils se font pousser dans le dos à chaque fois. Ils n'ont pas la maturité d'avoir moins peur, d'avoir la confiance. C'est correct d'avoir 0-20. Un gars comme Justin Turner, il paniquera jamais parce qu'il ne se fera jamais mettre dehors. Ça l'aide énormément. Mais tu sais, c'est ça la différence. C'est quoi la différence? Quand tu montes un gars des mineurs, tu dis, gars, là, t'es mon gars des majeurs. Comme Taureau cette année, il y a des at-bats. Quand 0-4, oui, il va bien, c'est le fun. Il joue de lendemain. Mais il a la confiance d'avoir sa job demain matin. Il va se réveiller demain. C'est la routine encore. Tu as fait un commentaire, Éric, qu'il y a des gens qui vont te écouter et dire, comment tu ne vois pas la balle? Je peux même pas expliquer. Je peux pas l'expliquer. En fin de semaine, pendant que j'étais à Quaticook, je me rappelle. Non, mais aussi drôle que ça puisse paraître, c'est vrai que les gens, tu vois pas la balle. Elle s'en vient, quand on dit on voit pas la balle, tu vois la trajectoire de la balle, mais tu la vois pas pour faire contact. C'est là qu'est le problème. T'as peur. Puis des fois, ta voix grosse comme un ballon de plage. Ouais. Tu vas écouter les joueurs, ils vont te dire, je vois la balle tellement bien. C'est comme quand tu joues au golf. Quand tu joues au golf, tu es sur un terrain, que tout va bien, OK. Moi, je fais une petite slice, des doglegs de gauche à droite, c'est plus facile pour moi. Il y a des terrains que visuellement, ça va bien. C'est la même affaire en tant que frappeur. Des jours que tout répond. Comme tu disais, quand tu vieillis, tes yeux ne répondent pas à ton corps, ton corps ne répond pas à tes yeux. T'sais. Mais c'est la même chose. Des fois, tu dis, gars, là, tout va bien, tout est syncé, mon corps va bien, je vois la balle bien, j'attaque la balle, j'ai une bonne pensée, mon processus, tous mon petit check-up que j'ai sur le monticule ou que j'ai dans la boîte de frappeur, ça va bien, c'est facile. Ma façon de penser est facile, je suis capable de visualiser instantanément. Fait que c'est ça, des choses comme ça qui est difficile à expliquer. Mais que nous, quand je veux un lancer, quand je me prépare à un lancer, je regarde le lancer dans ma tête, je le visualise, je me dis, OK, 0 balle 2 près, je vais lancer une balle haute à l'extérieur, je vais essayer d'exécuter. Là, je me concentre. À chaque lancer, je fais ça à chaque fois. C'est la même affaire en tant que frappeur. Fait que si tu es un petit peu disrupted un peu, comme disait, de ta routine. Dérangé, point. Que ce soit la confiance, que ce soit la routine, que ce soit une blessure, que ce soit n'importe quoi, là, que ce soit que tu as peur de te faire descendre dans des mineurs.
c'est tout vraiment important, ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Des fois, tu ne vas pas à balle, des fois, tu as juste peur de ne pas avoir, des fois, tu sais, c'est des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est un gars comme Julien, avec la façon le mental que lui a, j'ai pas peur de ça. C'est sûr, il y a des jeunes qui sont un petit peu plus fragiles. Fait que tu fasses attention. Fait que c'est là que ça va rendre dans le ligne de compte, le scouting, le coaching, puis la relation avec les joueurs puis les coachs. C'est là que tu veux vraiment, là. C'est ça la différence. Un coach peut changer une carrière d'un joueur juste en le voir et dire c'est OK, buddy. Relax. C'est ça. Ouais. Mais en fait, toi, justement, avant que tu arrives dans les majeurs, puis là, tu cognes aux portes. Fait que t'en as vu des gars être appelés puis descendre. T'as dû voir de tout genre d'attitude. Il y en a qui reviennent en disant OK, j'ai goûté aux ligues majeures. J'ai un requin qui a goûté au sang. C'est genre parfait. C'est une question de temps avant que je remonte, je sais ce que j'ai à travailler. Puis t'as dû en voir aussi qui se sont dit, sont dans le champ, pourquoi ils m'ont fait ça? Il y en a pour qui c'est soit de l'attitude de la fin du monde. Il y a de tout, j'imagine. Exactement. C'est ça le plus important. C'est ça que tu vois le caractère des joueurs. C'est quand ça va bien, c'est facile. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, la famille est là, tout va bien. Quand ça va pas bien, là, tu commences à avoir le vrai caractère des joueurs. Moi, quand je me suis fait descendre, puis je me rappelle, j'étais avec Jim Tracy qui était là, il m'a descendu, il dit Eric, on descend en 3. Je dis, gars, je vais vous montrer que vous avez fait une erreur. C'est juste ça que j'ai dit. Puis, tu sais, il me dit, il a adoré cette attitude-là. Moi, j'avais une attitude comme ça. Un gars comme Russell Martin, moi, j'en rappelle, on avait un meeting avec les catchers, puis les lanceurs, puis les catchers. Il y avait Gianna Navarro, je pense qu'il y avait Todd Hundley, puis Gianna Navarro, puis lui, c'était le troisième catcher, le jeune. Puis Russ, il a toujours eu confiance. Russ, c'est son gros atout, c'est qu'il a confiance. Il sait ce qu'il est capable de faire. Puis il veut pas, c'est un des meilleurs athlètes que j'ai vu. Mais, tu sais, il est arrivé là, puis il prenait grand en place. C'est veut pas. Des fois, c'est peut-être pas aussi le fun pour les vétérans qui n'ont pas aussi autant que ça, peut-être pas aussi talentueux que Russ. Mais il est arrivé là, puis il avait confiance. Tu sais, t'as des joueurs comme ça que ça va. Mais il n'était pas arrogant quand même. Il était confiant, mais pas arrogant. Non. Juste la grande confiance. C'est pas que. Il y a des jeunes qui sont arrogants parce qu'ils ont manque de confiance. C'est une danse que tu essaies d'avoir un petit peu. C'est un juste milieu encore. Mais Russ, il avait confiance parce qu'il était bon. Puis il savait qu'il avait l'affaire des majeurs. Quand tu te fais descendre, c'est la même chose. Moi, je savais que j'étais encore assez bon. J'avais pas la confiance comme Russell. Russell avait une grosse confiance, mais encore, c'est la même chose. Mais tu sais, c'est ça la différence. C'est ça que tu veux voir en tant que les jeunes. Tu vas être capable, OK, ce jeune-là, il va être capable de le prendre. Il va prendre ça en tant que challenge. Il va pas prendre ça en tant qu'une défaite, une démotion. Il va prendre ça, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler? Dis-moi ce que j'ai besoin de faire. C'est où le niveau que j'ai besoin de m'améliorer? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire quand je vais dans le 3? Donnez-moi une liste. Tu sais, c'est là que tu vois les jeunes qui veulent vraiment s'améliorer à la place de dire « je devrais être ici ». À la place de jouer la victime, ils jouent vraiment « OK, je prends ça à une étape. Ma prochaine étape, c'est de m'améliorer parce que je veux être sûr que quand je reviens ici, je ne redescends plus jamais. » Le point que tu soulignes là, il y a un joueur, moi, qui m'impressionnait encore cette année. Otto Lopez, le Québécois. Oui. Sans aucun doute, il y a une place avec les Jays. Il n'a jamais été le favori d'un gérant et je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi il n'a pas été. J'aime bien Clement, là, mais Lopez est meilleur que lui. Et Lopez, lui, on l'a envoyé des mineurs. Il est allé à San Francisco. Puis là, il est avec les Marlins, puis il est dominant. Parce que quand tu parles d'un gars, que l'attitude était parfaite. Tu l'as envoyé les mineurs, d'autres équipes vont démissionner dessus, puis il est bon. Lui, au lieu de Clement puis Lopez est meilleur que lui, sans aucun doute. Oui. Mais il le prouve avec les Marlins. C'est pour ça que je comprends comment tu expliques si bien. Le gars, de son attitude, il n'a jamais lâché. Mais ça, c'est ça que. Dans le fond, moi, je serais un GM. C'est des joueurs comme ça, que des joueurs des joueurs d'arrière-plan, des joueurs de support qu'on appelle. Là. Ah oui. J'aime pas ça d'utilité parce qu'on dirait que tu fais juste ces plugs-là. Moi, j'appelle ça des joueurs de support. Des joueurs qui sont capables de pas être d'avoir un impact. Un joueur polyvalent. Moi, j'appelle polyvalent. Ah, j'adore. Mais oui, non, c'est parfait. Moi, c'est comme ça que j'ai décrit des joueurs polyvalents. Comme ça que j'ai décrit. Mais des joueurs comme ça veut des bons GM. Des joueurs comme Alex Cora, Dave Roberts, qui sont capables d'être des joueurs de support. C'est ça qui arrive. C'est ça qu'ils vont avoir. Ces joueurs-là sont être bons là-dedans. Tu sais, le baseball, là, c'est une game qui est vraiment difficile à jouer. Puis le monde qui pense qu'ils vont être arrivés là à cause de son premier choix, toutes des choses, il y a beaucoup de choses qui rendent gagner de compte, que ce soit mental, physique, émotionnel. Tu sais, tout faut être parfaitement bien. Comme on regardait Tiger Woods quand il s'est divorcé, ça allait plus bien au golf. Mais tu sais, c'est une petite aspect. C'est une grosse aspect de sa carrière, de sa vie. Là. Mais veut pas, ça a changé au complet quand son père est décédé, des choses comme ça. Tu sais, c'est des choses qui entrent en ligne de compte que tu peux pas quantifier, mais c'est là, c'est le caractère. Mais combien tu parles de ça? Tu l'as connu, Swanson, un des meilleurs releveurs. Il est des mineurs présentement. Les Blue Jays ont été des mineurs, un des meilleurs releveurs. Pourquoi? Et c'est pas à cause de son talent, c'est que mentalement, il est vidé. Au camp d'entraînement, son fils est impliqué dans un accident grave et il n'est pas revenu mentalement le lanceur qui était.
mentalement. C'est ça qui est la grosse affaire que les gens oublient. Pas sur le terrain, mais comme tu as si bien souligné, les problèmes hors terrain. On oublie qu'un athlète, il vit la même chose que nous autres. Exact. Les mêmes problèmes que nous autres. Puis après ça, il faut qu'il soit sur un terrain devant tout le monde puis qu'il soit à la hauteur. Puis moi, c'est drôle parce que justement, on parle du mental depuis tantôt. Est-ce que ça fait partie... Une différence entre vraiment avoir un bon rapport sur le caractère, sur la force mentale d'un joueur et juste avoir... Tu sais, justement, un gérant qui dit « Ah, son attitude est ci, c'est ça. » Parce que, tu sais, de toute façon, on sait que s'il y en a un qui t'aime pas la face, il t'aimera jamais la face anyway, tu sais. Je peux te dire c'est une quelque chose là. maintenant que les directeurs gérants ont aussi. Tu sais, on sait que, mettons, dans la NFL, lors du repêchage, il y a des psychologistes sportifs qui vont parler avec les joueurs. Mais est-ce qu'on a une espèce de sans avoir un rapport officiel et, tu sais, que le joueur soit assis devant un spécialiste, de dire, est-ce que l'aspect mental et la force de caractère d'un joueur, ça finit par se connaître assez vite dès ta jeunesse. Là, 100%. 100%. Ça, tu le vois direct des mineurs. Tu vois la façon que le jeune... la façon que, mettons, qui acquiert... Quand ça va pas bien, que tu accordes 4, 5, 6 points, là, c'est là que les notes se prennent. Là, c'est là, tu sais, c'est là que tu dis, OK. C'est là que tu dis, gars, le jeune, il arrive demain, il s'entraîne pas à cause qu'il a une mauvaise journée. La façon qu'il sort la game quand il se fait sortir, il va-tu voir ses joueurs, sa tête arrière tu haut. Tu sais, des choses comme ça, il va être capable de prendre la défaite parce que le baseball, c'est une game de défaite, c'est une game d'échec. Veux pas, en tant que frappeur, 70% du temps, tu vas être un loser, tu vas perdre, là. Tu sais, c'est difficile, là. Fait que faut que tu t'habitues à perdre. Puis nous, les jeunes, quand on s'est rendus dans les mineurs, dans les pros, c'est beau, mais on a tout le temps été les meilleurs, là, rendus jusque-là. Toujours. Là, quand tu arrives dans les pros, là, tout le monde est bon, tout le monde est plus fort que toi. Tout le monde. Là, la différence, c'est le mental, c'est l'attitude, c'est toutes les tangibles que tu peux pas, que justement, il n'y a pas de chiffre par rapport à ça. Fait que là, oui, tu as besoin des vieux coachs, du monde qui comprennent c'est quoi la relation avec un joueur. C'est là les variables, là, que c'est vraiment les bonnes équipes qui ont toujours un bon support cast, tout le temps. Le point que tu soulèves là, d'un mineur, la chose que je m'étais aperçu le plus, c'est lorsque les joueurs arrivaient, puis étaient confiants. Je suis le meilleur receveur, je suis le meilleur lanceur. Tu arrives sur le terrain, puis tu regardes devant toi, le gars est meilleur. Comment tu as fait, toi, pour surmonter ce problème-là? Parce que tu es arrivé là la même chose, là. Tu sais, tu pars de Repentigny, tu t'en vas, tu as joué à Mascouche, tu as joué junior, là, tu t'en vas collégial, tu t'en vas dans le camp d'entraînement du baseball majeur. Comment tu t'es senti d'un mineur la première fois? Quand tu étais arrivé là? Moi, je me sentais jamais comme un joueur de baseball. Moi, dans ma tête, je veux être un joueur de hockey. J'ai jamais vraiment compris le draft. Tu sais, j'avais pas vraiment... J'ai jamais voulu un joueur des majeurs. Tu sais, je suis arrivé là... Mais tu as choisi le bon sport parce qu'il est payant. Oui. Mais tu sais, moi, j'ai lutté arrivé là comme quoi... J'ai lutté un petit peu un chip sur ma chose. J'étais un gars du Québec qui devrait jouer au hockey. Je n'étais pas un joueur de baseball. J'avais vraiment pas d'attente, moi, personnellement. Je jouais parce qu'ils m'ont payé, puis j'adorais le baseball. Puis j'ai continué à jouer, puis j'ai continué à monter, j'ai continué à performer. Mais j'avais pas vraiment... Tu sais, je me suis toujours senti que j'avais pas rapport là. Tout le temps. En tant que Québécois qui parle français d'un sport... ça aussi, c'était pas facile. Mais non, mais ça affectait pas tes performances sur le terrain. Comment ça a été? Juste rentrer et dire, écoute bien, là, same thing pour manger. Moi, aller au collège, moi, aller au junior college, ça a changé ma carrière. Ça m'a donné vraiment une bonne base par rapport à tout, que ce soit... avec les jeunes, que ce soit avec les relations, par rapport à parler en anglais, par rapport à t'acclimater au baseball à tous les jours. C'est ça que j'ai fait au Junior College en Séminole. Fait que tu veux pas, j'étais un petit peu prêt. C'est sûr que t'es pas prêt à 100% à jouer à 162 games, mais j'avais un petit peu... Je me suis fait enlever du Québec. Je me suis fait enlever du Québec. J'étais là à Séminole. Après ça, j'étais parti. Fait que tu sais, veux pas, faut que tu t'habitues. C'est difficile. Il y a beaucoup de joueurs. Un gars comme... Terrien, Dominique Terrien, qui était vraiment un gros prospect dans le temps avec les Braves. Ouais. Il est parti parce qu'il s'ennuyait de la maison. C'est dur, là, c'est vraiment dur de partir de chez vous, de te faire déraciner. En tant que Québécois, on se fait déraciner, on ne parle pas en anglais. Y en a dans le sud-est américain, qui est une culture complètement différente. C'est complètement différent. Fait que, veux pas, faut que tu t'habitues vite. Puis je pense que c'est ça qu'on a l'avantage, les Québécois. Quand on part, on est capable de dominer. Mais majeur, on ne s'attend pas d'être là. Fait que moi, j'avais vraiment aucune attente. Quand je suis arrivé dans le majeur, je dis, wow, je suis rendu là. Tu sais, c'est sûr que c'est vraiment intimidant. Un gars comme Kevin Brown, un gars comme Darren Driver qui font des millions d'argent. Moi, j'arrive là. Avec son jet privé. Exactement, en même temps, ouais. Tu fais-tu un lift, le jeune? Mais Brown avait un jet privé. Moi, j'avais là, pas une scène, un ticket de mascouche, pas de suit avec. Tu veux pas, c'est vraiment. Char rouillé dans le parking qui est facile à identifier entre les 8 Mercedes qui sont. Hey, j'aurais conseillé de parler de ce sujet-là, mais éternellement, ça ne sera pas la dernière fois qu'on va le faire. On va le prochain segment, en fait, est même commandité. Je te le dis, man,
On pogne, qu'est-ce que je te dis? Vas-y donc. Exactement. Avec Interact. C'est le temps des déménagements présentement. Déménagement à surveiller. Ça va être un bon titre pour le segment. Les joueurs qui vont peut-être bouger. Puis la raison qu'en fait que je pars de là, c'est que on a posé la question au directeur gérant des Blue Jays de Toronto. Les rumeurs étaient que avec le début de saison qu'ils ont eu, est-ce qu'on va vraiment brasser l'équipe et on va peut-être même penser à échanger Guerrero ou Bichette, qui pourraient payer leur déménagement avec Interact. Man, si c'est pas un lien de professionnel, ça, comment les deux? Non? OK, personne n'est passionné ici. Je te laisse aller. Incroyable. Non, évidemment. Notes, et Atkins qui répond que ça serait ridicule, évidemment, de se débarrasser les deux. Mais combien de fois est-ce qu'on a déjà vu ça, un gérant nier? Mais en même temps, moi, je vois... Je peux te sortir ma carte Interact 2 minutes? Oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Le déménagement que le directeur gérant a mentionné, moi, je suis très désappointé qu'il n'ait pas annulé ce déménagement-là il y a 2 semaines. Lorsque la rumeur est sortie, tu as 2 joueurs qu'il faut que tu protèges. Tu n'as aucun choix. Il faut que tu dises Guerrero et Bichette ne sont pas touchables. Un gars comme Guerrero s'en va à l'arbitrage. Lui, là, son déménagement s'en vient, veut pas. Mais le cas de Bichette, tu trouves-tu que ça l'a dérangé qu'on lui a pas donné ce vote de confiance-là? Non, mais moi, gars, moi, je pense le contraire complètement de ce que tu dis. Moi, en tant que. Moi, je serais un GM, là, Tu sais quoi? Je suis bien d'accord avec toi. Moi, je vais rester neutre entre vous deux. En tant que front office, en tant que coach, en tant que front office, mettons GM et président, tout le monde peut se faire échanger. Moi, je dirais, regarde, tout le monde est free game, mais nous autres, on voit la valeur que ces jeunes-là, on veut construire, c'est notre corps de joueurs que nous, là, notre fanbase sont habitués. Un gars comme Guerrero, qui avec l'histoire des expos, c'est énormément de fans qui vont perdre, tu sais, des choses que ça, c'est tous des calculs qu'ils vont faire. Mais veut pas, moi, j'aurais dit à Atkins, c'est une question stupide, je ne vous dirai jamais la réponse parce que j'ai aucune idée de ce qui va arriver d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si on est 25e en arrière, si les fans, tu sais, si nous autres, on veut gagner parce que les fans payent pour voir une équipe qui est gagnante sur le terrain. Mais en même temps, si on échange un des deux, si on échange même juste un des deux, c'est qu'on lève le drapeau blanc, puis là, ça s'appelle reconstruction. Non, parce que ça dépend. Non, mais ils n'ont pas un gros noyau, les Blue Jays, à part ces deux-là. Non, je sais, exactement le problème. Ça s'arrête là. C'est ça. Moi, c'est ça mon but. Là. En tant que ça, la vision, c'est quoi la vision short-term, long-term des Blue Jays? C'est quoi qu'il va y avoir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? C'est qui les joueurs qui vont être agents libres? Ils ont 6 joueurs agents libres d'ici, je pense, 2 ans. Mais cette année, le receveur devient joueur autonome, Jansen. Ouais. Il n'y a personne de le remplacer. Là. Ils n'ont personne des mineurs. Non, ils l'ont changé. C'est ce que je le dis. Les catchers, c'est difficile. Là. Un gars comme Will Smith qui vient de signer 10 ans, 140 millions, ils vont être capables de donner 100 millions. Mettons 100 millions à un catcher. Ouais. Mettons un 200 millions à Vladi, même plus que ça. Puis, c'est qui va être le meilleur retour? Premièrement, moi, si je serais eux autres, c'est un des deux qui se font échanger, c'est sûr. L'autre qui est signé à long terme. Et moi, je sais c'est qui je signerai à long terme parce que je suis à cause des fanbases puis des choses comme ça. C'est sûr, ça serait Vladimir. Mais c'est quoi le retour que tu peux avoir? Tu ne veux pas fermer les portes aux autres équipes. Tu ne veux pas dire non, on close pour. C'est une équipe qui est vraiment désespérée. Ils veulent Vladimir Guerrero. Ils n'ont pas le choix. Ils vont payer. Une équipe comme les Phillies, ils ne restent pas 4-5 ans. Là. Ils ont de l'argent. Ils ont les joueurs. Là, c'est ils sont vraiment là. Un gars comme Romano, s'il revient en santé, puis les Blue Jays sont finis, il y a tellement de joueurs. Tu as besoin des bullpen, des joueurs de bullpen. Tu as besoin de quelqu'un dans. Tu as besoin des équipes comme les Yankees, ils vont avoir besoin de renforts. Tu ne peux pas dire non. Mais veut pas. Guerrero, c'est un joueur que ça fait longtemps, ça fait beaucoup de jeunes qui vont dire OK, on ne peut pas se débarrasser de lui, je pense. Après moi, ce serait Guerrero que j'y garderais, mais veut pas, c'est des décisions qui sont vraiment dures à faire en tant que GM, mais c'est des décisions qu'ils peuvent être obligés de faire. Puis moi, qu'est-ce que j'aurais dit aux fans? C'est, gars, moi, ce qu'on veut faire, c'est gagner à chaque année, donner la meilleure équipe possible à chaque année. On a quand même assez d'argent dépensé. Puis ces joueurs-là, c'est les joueurs de nous autres qu'on voudrait les garder, mais tout dépendant de la situation où on est rendu, c'est eux autres, si on gagne, on va bien, on dépense, on perd, mais là, il faut revisiter notre vision, puis c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi qu'on fait d'ici l'année prochaine. C'est bien beau lancer de l'argent partout, mais il faut savoir exactement c'est où qu'on envoie l'argent, pourquoi qu'on la met là. Fait que, tu veux pas. Moi, j'aurais juste dit ça à mes fans, puis c'est sûr qu'il va dire, je veux tous les garder, là. Il veut pas échanger personne, là, mais il ne veut pas qu'il ferme les portes à personne. Tu parles de déménagement Interact. Je vais te parler de deux déménagements qui ont été faits, qui ont changé des équipes. Soto
Ohtani. Mais là, je regarde ces déménagements-là. En début de saison, on disait toujours, hey, personne ne va pas battre le trio de Betts avec Ohtani et Freeman. Mais le trio des Yankees, c'est pas si pire que ça cette année-là. Surtout que puis Judge s'est réveillé. Judge est en mission, là. Mais Judge est Judge. Ouais. Comment tu vois ça, toi? On compare les deux trios, là. Écoute, moi, je pense que les Dodgers, leur trio est incroyable. Là, tu peux pas vraiment... Écoute, moi, j'aime mieux les Dodgers parce que c'est des meilleurs bat-to-ball, ils ont meilleur contact, ils frappent beaucoup. Un gars comme Freeman, c'est le meilleur frappeur des majeurs. Un gars comme Mookie Betts, c'est un leader partout. Judge, je ne le connais pas, je n'ai pas vraiment regardé exactement. C'est sûr que c'est un leader, c'est un gars vraiment impressionnant. Mais ils sont durs à battre. Écoute, ils sont 42-19, une chose comme ça, les Yankees. Quel beau souvenir ça serait que de voir une série mondiale Dodgers-Yankees. Moi, je me souviens, quand j'étais petit des années 70, incroyable, hein? J'étais un fan de Billy Martin parce qu'on avait le même nom de famille. Mais là, en plus, avec le retour de Cole... Billy? Ouais. Le nom de famille? Ah non, c'est Martin, excuse. Exactement. Non, j'ai même... Mon oncle a fait signer... Billy Martin avait signé $1. Ah oui? Ouais, j'ai une pièce américaine avec la signature de Billy Martin. Mais tu crois-tu que le trio se ressemble ou... Dodgers est Oui, le trio, écoute, j'ai dur de dire un est meilleur que l'autre. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que les Dodgers ont un meilleur line-up, fait qu'il y a sont plus de profondeur dans leur line-up. Okay. La façon qu'ils approchent, la façon que les Dodgers approchent chaque at-bat est différent des Yankees. Fait que pour moi, en tant que lanceur, j'aurais de la misère à affronter, beaucoup plus de misère à affronter les Dodgers qu'affronter les Yankees, parce que je pense qu'il y a plus de trous par rapport à la façon que les frappeurs affrontent. Approche leur chaque at-bat. Les Dodgers sont vraiment difficiles parce que c'est vraiment des tests. On dirait qu'ils frappent, ils mettent la balle sur le terrain. Et tout en jeu. Ils comprennent les situations. C'est pas juste des home runs, mais il y a quand même le potentiel de home run. Les Yankees, c'est un petit peu... Moi, c'est sûr que j'adore voir les Dodgers jouer parce que la façon qu'ils jouent, les Yankees, j'ai pas regardé énormément cette année. C'est sûr qu'ils sont incroyables. On le voit par rapport à les win-loss. Mais par rapport aux trois, tu peux pas faire un choix des trois. Les deux équipes, c'est un des bons trois que tu n'auras jamais vu. Mais je pense à la profondeur des Dodgers, j'aime mieux ça. Mais en fait, je pense que s'il y a des déménagements qui vont se faire du côté des Yankees et des Dodgers, ils vont arriver chez eux et non partir. Pas beaucoup de monde va faire leur boîte. Man, comment le lien. Merci beaucoup à Interact pour le segment. Mais je reviendrai là-dessus parce que tu as un bon point, Eric. Tu sais, des gars comme justement Soto, Judge, Stanton, ça se ressemble un peu, c'est des gars de puissance. Le meilleur frappeur de la gang là-dedans, évidemment, forcément, Josh. Mais quoi que Soto, honnêtement, je suis vraiment surpris de sa saison. Je suis surpris. Je suis pas un fan, mais je suis pas un aussi fan, je suis pas aussi gaga que vous autres. Regardez la carrière de Soto. Ouais, mais... le seul mauvais séjour qu'il y a eu, c'était à San Diego l'année passée. Exactement. Mais les Nationals, puis là, cette année. Mais ce que j'aime, c'est comme Eric dit, c'est que je trouve que la personnalité des frappeurs des Dodgers est plus diversifiée. T'sais, je veux dire, Betts est capable, évidemment, de frapper pour une moyenne, frapper des circuits, mais aussi au bon moment, mais en plus de voler des buts. Freeman, c'est pas compliqué, c'est 320 à chaque année, c'est sa trentaine. Je veux dire. D'ailleurs, je pense que Freeman, et c'est peut-être à cause de son style, parce que tu n'entends jamais parler de lui. Il fait pas de frasque, lui. Là. C'est un gars tranquille, c'est un leader dans le vestiaire, c'est un leader sur le terrain. Selon moi, Freddie Freeman, c'est un des joueurs les plus sous-estimés du baseball majeur. Freeman vient de l'école qui donne comment jouer au baseball et pas être arrogant. Ça s'appelle les Braves d'Atlanta. Moi, j'aime ça. Tu as joué contre les Braves, contre des joueurs incroyables. Il n'y a jamais eu un joueur des Braves arrogant. Ils ont toujours, on va regarder ça un peu plus bas, on gagne aujourd'hui, on ne fête pas sur le terrain. Puis c'est ça. Freeman s'en va, il joue au baseball. Point. C'est plus low-key. C'est vraiment low-key. J'adore ça, la façon qu'il joue. C'est une équipe de baseball. Les Braves. Ils font des joueurs. C'est une équipe de baseball. Ils jouent au baseball. Du bon baseball solide. Ça a tout le temps été de même, mais tu regardes les Dodgers, c'est la même façon qu'ils jouent aussi. C'est vraiment, ils mettent l'accent vraiment. Oui, OK, des crises de frappeurs incroyables, là, mais l'accent qu'ils ont, eux autres, c'est vraiment la base. C'est des bonnes approches, un lancé à la fois, bonne défensive. C'est sûr que ça laisse un petit peu désirer si tu regardes par rapport à ce qu'ils ont besoin de faire avec toute la gang qui sont blessés. Mais écoute, c'est le fun d'avoir ça. C'est un gars comme Freeman, la façon qu'il frappe, là, tu peux même pas coacher ça. C'est vraiment une personne qui voit la balle différemment. Il est tout le temps à l'intérieur de la balle. Un gars comme Soto, c'est proche, mais je pense que Freeman, c'est le meilleur frappeur overall. Avec Betts, qui est incroyable, Ohtani, on peut parler d'Ohtani jusqu'à demain matin. On n'arrêtera pas. Non, ça c'est clair. Eric, un gars comme Stanton. Moi, c'est Stanton qui est le point d'interrogation. Quand il est bon, est-ce qu'il va être en santé?
Parce qu'on vient de parler des équipes. Je ne sais pas si tu as remarqué la même chose, mais à force de faire les matchs, je m'aperçois que les équipes gagnantes, on ne fait plus trop après des coups de circuit. Là. On est rendu respectueux. C'est-à-dire, le joueur descend, tout le monde, on ne sort plus des gadgets pour avoir du fun avec les grosses équipes qui gagnent. Là. Je regarde les Yankees, je regarde les Orioles, je pense aux Dodgers. Tu frappes un coup de circuit, on t'accueille. Ouais. C'est tout. Ben, comme le fameux veston, justement, chez les Blue Jays, c'était ridicule, cette affaire-là. On l'a ramené. On l'a ramené. Ouais, écoute, ben là, c'est plus par superstition. On va voir si ça va te sortir de ta léthargie. Je pense que ça marche que ça a baissé sur ce côté-là, le party, après un coup de circuit? Mais c'est moins, on s'en fout un petit peu plus, je pense. On l'a vu assez souvent. Que, les jeunes, on le sait que c'est juste un show, on sait que c'est juste pour s'amuser, on sait ça. Les joueurs, ils prennent ça moins, je pense, les lanceurs prennent ça un petit peu moins personnel aussi. Okay. Mais oui, je pense qu'il y a un petit peu plus de respect. Veux pas la game, quand tu as 20 ans, 22, 23, 24 ans, tu fais 18, 19 home runs dans l'année, tu penses que tu vas faire ça ta vie au complet. T'as tout compris de la vie et de la game. Exactement. Là, t'arrives l'année d'après, tu frappes 180, t'es pas capable de frapper une balle. Fait que, c'est vraiment humbling. La game de baseball a une façon vraiment de ramener le monde du terre à terre. Fait que, c'est sûr qu'il y a des jeunes, vraiment des phénomènes qui sont faciles, ils vont toujours avoir du succès, mais quand tu joues 162 games, la game de baseball, les ghosts de baseball, ils vont te ramener un petit peu parce que c'est pas facile. Puis je pense que c'est là qu'on voit les jeunes qui s'énervent un petit peu avec tous les home runs. Ils commencent à respecter ça un petit peu plus, mais je pense qu'on est plus habitués. Mais c'est pour les fans, dans le fond. Ça me dérange pas qu'ils frappent une balle à 450 pieds. En autant que ce ne soit pas personnel, commence pas à me pointer. Tu peux sauter, tu peux faire ce que tu veux. Lance le bat ou ce que c'est safe, ça ne me dérange pas. Fais-le au début à reculons. Rappelle-toi que je suis capable de lancer à l'intérieur. C'est juste ça. Jesse m'a déjà menacé, m'a déjà dit l'année passée si on voulait. Quand j'ai été avec l'ABC en Arizona, je vais lancer contre toi. C'est pas une menace. C'est pas une menace. T'as-tu osé? Ben non, parce qu'il m'a dit, parce que j'étais supposé de frapper contre Eric, on voulait filmer ça, puis il a dit t'es trop proche de la plate, il va te le faire sentir. Fait que j'ai dit, OK, j'ai compris le message. Oublie jamais, je vais ça se peut, je lance à Montréal. Fait que tu viendras nous affronter. Oh, c'est clair. À Montréal, dans la Ligue, la future franchise de la Frontier League. Non, mais on fera à Québec cet été. Où tu vas lancer à Montréal? Je vais lancer cet été. On va en parler plus tard. OK. On va attendre. Non, mais de toute façon, on va au match des étoiles à Québec. Aussi, on va en parler plus tard. Oui, ça va être juste après ça, je pense. OK. Mais à Québec, au match des étoiles, on va faire game over du stade. Ouais. Fait qu'on fera ça pour les fans. Moi, je vais lancer après, plus tard. OK. Fait que ça sera mon warm-up. Ça sera mon warm-up pour la game. Écoute, si strike out, Maxime Martin peut être considéré un warm-up de n'importe quelle forme, ça va. Si je strike pas, Maxime Martin, si je te strike pas, non, j'arrête de lancer. Non, je te confirme. Avec un compte de 3 balles, aucune prise, tu l'atteins. Oh, regarde-moi même pencher au-dessus de la plate. Juste sur le genou, ça fait juste c'est correct, ça testera pas trop notre amitié. Je peux m'en remettre. Si je l'ai dans les côtes, ça se peut que je te boude pendant une couple de semaines. Mais en fait, parce que tu as mentionné les Braves tantôt, Roger, puis ça m'a fait penser à quelque chose. Évidemment, avec la blessure d'Acuna, en tant que joueur, quand tu perds un gros morceau de même en juin, évidemment, ça force tous les vétérans à se dire « OK, il faut qu'on prenne la relève. » T'espères qu'une recrue prenne sa place. Mais le down, excusez-moi l'expression, mais je veux dire, tu sais, le choc d'espèce de man, on vient de perdre un gros morceau, là. Ça réunit soit les troupes, mais je veux dire, il y a toujours aussi un petit coup de mon Dieu. Ça frappe, ça fesse, non? Sans faire le jeu de mots. T'as-tu vécu ça, toi? T'as perdu un bon joueur en saison? Non, j'ai jamais vraiment perdu un gros joueur qui avait comme Acuna. Mais écoute, oui, veut pas, ça diminue un petit peu ton enthousiasme, on va dire de quoi? Parce que surtout au mois de juin, tu sais que tu l'as perdu. Là, puis il est fini pour ça. Fini pour la saison, ouais. Ça. Fait que, c'est un gros morceau. C'est vraiment c'est le noyau de l'équipe, c'est lui. Fait que c'est sûr que ça va faire énormément de mal. Mais c'est là que les jeunes, c'est le fun d'avoir des bons jeunes et mineurs parce que je pense qu'il y a vraiment un bon système. Là, tu vas voir, ils vont avoir la chance de. Tu vas voir 2-3 joueurs qui vont venir, qui vont dire, gars, là, on fait la rotation avec 2-3 joueurs, ça leur donne une chance. Tu sais, ça peut être très positif pour les Braves si les joueurs vraiment se concentrent à juste faire leur job, à recommencer. Tu sais, je peux pas remplacer Acuna, mais dire, OK, c'est quoi notre job? Ça va changer tout le rôle de tout le monde dans le line-up. Fait que, c'est qui va prendre sa place? C'est qui les jeunes qui vont embarquer au 6-7e rang? 6-7e dans la ligne du bâton. Fait que, j'imagine que Roger serait d'accord avec moi parce que là, je pense qu'on vient de concéder la division Est aux Phillies. Écoute, honnêtement, c'était... Je le sais. Cette équipe-là est assez formidable. D'autres blessures aux autres aussi, là. C'est ça, faut pas Bon point. Présentement, il faut l'avouer, les Phillies, moi, là,
la surprise de l'année. En avant, les Dodgers, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. J'aime ça dire ça présentement parce que peut-être ils ne seront pas là. Je vais en profiter à chaque fois qu'Éric dit les Phillies sont en avant. Mais les Phillies, c'est une machine de baseball présentement qui est quand même assez intrigante. Là, je vais te compter c'est quoi une machine de baseball. Vas-tu ramener aux Reds de Cincinnati de Red Machine? Je vais te compter c'est quoi une machine de baseball. Okay? Il est fait avec les Expos. Il est fait avec les Tigers. Il a gagné une série mondiale avec les Marlins. Il a bâti l'équipe des Red Sox. Il a les Phillies. Ça s'appelle Dave Dombrowski. Dave Dombrowski, il sait comment dépenser de l'argent pour des joueurs. Regarde tous les joueurs bien payés qu'il a signés. Il n'y en a jamais un qui a une déception. Ce qu'il a fait avec ça, les c'est Phillies, un sacré bon point. Sérieux, là? Oui. Puis lui, c'est un gars tranquille, il n'en parle pas. Tout le monde parle des directeurs. Regardez ce qu'il a fait dans sa carrière. C'est incroyable. Incroyable. Honnêtement, oui. Non, puis, mais comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de flops à son résumé. Exactement. Puis en plus, il y a tous les outils là, présentement sur le terrain, puis il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Ça va être le fun d'avoir la grosse différence. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement au deadline? Ouais. Parce qu'ils ont l'argent. Les Yankees, c'est la même chose. Je vais te faire une prédiction. On va faire une prédiction. Le releveur des A's d'Oakland. Mason Miller? Ça, là, si Oakland échange Mason Miller, ça, je comprends pas ce move-là. Tu vas me dire que je suis un releveur, mais c'est quand même un jeune lanceur. 2000 personnes dans le stade. Non, je le sais, mais tu ils vont l'échanger. Ils veulent pas gagner. ton déménagement. Ils veulent pas gagner, eux autres, là. Non, mais tu comprends, je veux dire, il coûte pas cher. Il te donne un peu de crédibilité. T'as quand même 2 ans à survivre. Donc, c'est vrai que l'année prochaine, ça va jouer dans un stade de 5 000, 10 000 personnes. Tu sais, fait que 4 ans. 4 ans avant Vegas. Survivre, c'est ça. Oh boy, ouais, ok, non, il est parti. 2028. Je reprends ce que je viens de dire. 4 ans, il est parti. Mais c'est vrai, ça serait toute une acquisition parce que, tu sais, il y a Hoffman qui fait la job, Alvarado, mais c'est toujours, tu sais, ils changent les rôles. Mais, ouais. Puis, en fait, c'est là que j'aime ça me prendre ça comme. Bon, on sait que, tu sais, la force des Phillies, on parle des Dodgers depuis tantôt. Je vais vous amener sur un autre point, voir. Ça me tente de m'amuser avec ça. Dans la Ligue nationale, j'aime ça le oh-oh. Je regarde les Cards aller, puis je suis un peu. J'aime être un fan des Cards, mais j'aime pas ça quand les Cards sont poches. Selon moi, le baseball se porte mal quand les Cards sont pas bons. Et la grosse faiblesse, parce que là, on parlait de Dombrowski depuis tantôt, mais tu sais, Dombrowski, non seulement des bonnes signatures, mais ils ont produit d'excellents joueurs dans leur club école. Je pense à Stott, je pense à Baum. On peut en parler, on peut en nommer quelques-uns. Les Cards ont toujours été cette équipe-là qui avait une belle combinaison de faire des bons échanges au moment puis de développer les bons joueurs. Depuis quelques années, tous les joueurs qui semblent monter, je pense, Gorman s'est réveillé un peu, mais Carlson, Bust, Walker. Man, qu'est-ce qui est arrivé à Walker? Les lanceurs, c'est quand la dernière fois que les Cards ont développé un bon lanceur? Mais je vais te dire ce qui ne serait pas de 500, ils sont partis de loin. Je vais te poser la question. Combien de manches puis combien de présences au bâton des mineurs? Combien de fois 500 manches à lancer, tu devrais 1000 à te battre. C'est exactement ça. Écoute, moi, si les Expos viennent à Montréal et nous engagent pas pour gérer le 2e étage, je comprends pas. C'est vraiment. Là, non, on est bien au sous-sol. Là. Mais Joe Campard, j'aime le réveil des Cards. Honnêtement, c'est une année désastreuse. Ils sont dans une belle division pour gagner. C'est surtout ça aussi. Je dois avouer que je m'en viens de plus en plus un fan des Brewers parce que, en fait, non seulement de perdre ton coach, Greg Counsell, qui était quand même un peu lent. Quelle déception avec les Cubs. L'équipe en général aussi et l'organisation. Puis je le répète, moi, des Cards, je suis pas un fan des Cards. Mais j'aime le baseball de la Ligue nationale quand les Cards vont bien. Je trouve que c'est une belle équipe à haïr. Je trouve que c'est une belle équipe qui peut brouiller les cartes. Je pense que c'est... Tu sais, pendant des années, peu importe le changement de personnel, ils étaient toujours dans la course pour gagner le championnat de la division ou carrément, tu sais, ils ont fait des séries longtemps de façon... Tu sais, tu fais quasiment écrire leur nom. Tu savais qu'elle allait peut-être pas se rendre en série mondiale, mais tu savais qu'elle allait faire des séries. Fait que moi, j'aime bien... Puis on savait... Avec les Dodgers, on savait qu'à chaque fois, on avait eux autres en première ronde. C'était vraiment difficile avec les Larry Walker, avec toute la gang. La culture qu'ils ont là-bas de gagner avec les Molina qui ont joué là, 20 ans là-bas. Tu sais, ils ont une façon qu'ils jouent qu'en équipe. À chaque lanceur qui vont là, ils ont des bons lanceurs qui revivent. C'est vraiment impressionnant comme culture de baseball. Mais tu sais, comme on disait, ils paniquent jamais. Ils ont des bons vétérans. Les vétérans qui signent, c'est toujours le même monde, le même genre de joueurs. C'est vraiment des joueurs d'équipe. C'est des joueurs qui ne prennent pas trop de place. Et c'est vraiment comme un gars comme Goldschmidt, Arenado puis Crawford. Tu sais, c'est des gagnants. C'est ça, des winners. Puis il y a avec les vétérans, avec les gars comme Lynn, des choses comme ça. Ils paniqueront pas. C'est ça qu'ils vont... C'est surtout le mot que tu viens de dire là. Ils paniqueront pas. Jamais. Ils sont dans une bonne position.
Ils gagneront pas à moins que les autres équipes en haut d'eux autres paniquent. Puis d'après moi, les Cubs, ils vont paniquer parce qu'ils n'ont pas le choix avec un nouveau coach qu'ils ont dépensé pour 5 millions, avec les pions qu'ils ont justement là pour l'instant. Ils devraient gagner. Puis Milwaukee, ils me surprennent tout le temps à chaque année. Puis je pense que c'est la même chose. C'est une bonne base de baseball. La façon qu'ils montent aux joueurs à jouer au baseball, c'est vraiment impressionnant. Puis je pense que les Cubs, ils pourraient apprendre énormément des Cards et des Brewers parce que la façon que les Cubs vont reconstruire une équipe, c'est la façon que les Brewers sont capables de faire. Parce qu'ils ont l'argent en plus. Mais tu sais, veut pas. Les Cards ont une bonne chance. Ils gagnent toujours. Ils lancent toujours pas pire, un bon bullpen. Ils frappent quand même assez bien. Les autres équipes, s'ils font leur job, ils vont gagner. Mais après moi, ils ont une chance. Quand tu parles des Cubs de Chicago, ça fait 100 ans qu'ils sont de même. Ils construisent d'une façon. Et tu capable de frapper une balle. Ils sont jamais bons défensivement, mais ils frappent. Puis les meilleures saisons défensivement, c'est quand ils ont eu Sandberg à l'arrêt-court avec Boa. Là, ça commençait à faire des affaires. Tu avais de la défensive. Là, ils n'ont plus. Ils sont revenus encore à on frappe. Tu gagnes pas. Ils ont une séquence, justement, jusqu'à ce qu'ils gagnent la Série mondiale, puis ils ont des belles années de Bryant et compagnie, Rizzo, tout ça. Mais ça a duré, ça a fait son temps. Ils sont tous partis, puis on retrouve les Cubs, ce qu'on a déjà connu. C'est une base de fans aussi qui va être frustrée encore pour les 50 prochaines années. Les fans des Cubs, Éric, tu l'as vécu, ils sont jamais frustrés. Ils sont habitués? Non, c'est un party. Eux autres, ils vont s'amuser. Ils sont jamais frustrés. Alors, écoute, moi, je suis allé à Wrigley Field 2 fois, tu veux déménager là. Écoute, ma fille a quand même fait pas loin de 15 stades avec moi et j'oublierai jamais sa réaction quand on a monté les escaliers. Elle lève son cornet de crème glacée, puis je me souviens juste d'arriver dans les escaliers, puis elle a juste arrêté de marcher, puis elle me regardait, elle a dit « C'est quoi ça? » J'ai fait « Wrigley Field. » C'était tellement beau à voir, et comme tu dis, c'était un party et tout. Fait que moi, je pense que les Cards ont des chances d'être une des équipes du Wild Card. Je te dirais pas qu'ils vont aller brouiller les cartes pour justement les Dodgers ou les Braves ou les Phillies de ce monde. Mais je ne serais pas surpris parce que de toute façon, dans la Ligue nationale, il n'y a pas beaucoup d'équipes vraiment qui. San Diego, les Cards qui montent, Chicago qui s'écroule, puis dans l'Est, ben, ces deux équipes, le reste de la Ligue, on dirait qu'on a de la misère, puis ils veulent se battre pour attirer l'attention. C'est ce que je me dis. Écoutez, j'ai envie qu'on aille là pareil parce que je me disais, je trouve ça intéressant que le baseball majeur ait finalement reconnu que les statistiques des ligues afro-américaines, on peut dire, si on peut dire ça, qui ont existé évidemment depuis quasiment aussi longtemps que que les ligues blanches, on peut dire quasiment comme ça, que le baseball classique qu'on connaît, que la Ligue nationale, a décidé de reconnaître les statistiques. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça me fait juste faire un petit point social là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que des fois, la bêtise humaine nous a empêchés d'avoir la chance de peut-être découvrir les Buck O'Neill de ce monde plus tôt, puis les Gibson, puis les Page, puis les compagnies. Il y a tellement du beau baseball, une communauté qui a apporté énormément à la game. La dimension, évidemment, que cette communauté-là a amené aussi au baseball était hyper intéressante. Mais c'est pas compliqué. Avant l'arrivée de l'Afro-Américain, c'est sûr et certain que le baseball n'était pas le même baseball. Et le gros changement, depuis l'arrivée de l'Afro-Américain, c'est les meilleurs joueurs. Faut pas oublier, là. Ce sont les meilleurs joueurs du baseball. Ouais. Ah non, puis comme je te dis, fait que je serais content. Mais est-ce qu'un jour, on va reconnaître le baseball asiatique? Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Oui, mais je te pose la question. Ce qui se fait l'autre bord. Suzuki? Sadaharu qui a frappé quoi, quasiment 10 000 litres, si on compte au Japon. Mais je pense que ça va arriver. Ça, c'est juste une question de temps. Juste le fait qu'on reconnaisse. On sait qu'évidemment, c'est comme. Il y a un mea culpa du côté américain parce qu'on sait que c'est quand même un pays étendu. Puis, je veux dire, mais un jour, à cause de l'arrivée des joueurs asiatiques tellement dominants, est-ce qu'on va reconnaître leurs statistiques? C'est un bon point, mais c'est pas les mêmes dimensions de stade. C'est le fun. En même temps, on peut dire la même chose, évidemment, des ligues afro-américaines, mais... C'est le fun de voir qu'à Major League Baseball, ils voient la responsabilité qu'ils ont par rapport au monde, qu'est-ce qui se passe justement dans le monde présentement, qui est vraiment divisé un peu. C'est une reconnaissance. MLB qui ramène le monde ensemble, qui reconnaissent vraiment ce qui est arrivé, parce que l'image du baseball, tu peux pas parler de baseball sans parler de Kirk Gibson, sans parler de Jackie Robinson, sans parler de ces joueurs-là qui ont fait vraiment... la raison pourquoi le baseball a grandi comme ça, c'est à cause de ces personnes-là qui ont fait le sacrifice. Exactement, ils ont tous fait le sacrifice. Ils ont fait le sacrifice tous les joueurs avant nous. Fait que, tu sais, Russell est allé jouer un Negro League All-Star, je pense qu'il y a la fin de semaine passée. Il y avait toute la gang, il y avait les CC Sabathia, tous les boys de Players Alliance. C'est vraiment le fun à voir parce que, tu sais, ils l'ont annoncé là en plus. Fait que, c'est le fun de voir que MLB commence à avoir de l'avant un petit peu. Finalement, c'est ça. Mais ça fait longtemps, mais c'est le fun de voir qu'ils le font parce que c'est un bel exemple pour montrer à tout le monde de ramener tout le monde ensemble, qu'on est meilleurs ensemble, unis que divisés. J'adore ça. Wow! Quelle belle façon de finir le segment. On va...
Du coup, aller du côté, parce qu'évidemment, on va parler évidemment de Frontier League, mais la Ligue Frontier, ça se traduit comme ça. C'est un sujet qui est... On en reparle, je m'étais dit, je l'amène-tu cette semaine ou pas comme sujet? Ben, en fait, c'est toi, Eric, qui m'a envoyé, qui était le premier à tomber sur l'article. On va dire juste 2 mots. Tupica Marciano. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un jeune joueur qui a commencé, qui a été repêché, en fait signé par les Pirates de Pittsburgh, a été échangé au Padres de San Diego, a été surpris, a été pogné. Il s'est fait pogner à avoir gagé sur le baseball. L'année passée, en fait, il a réengagé sur les Pirates pendant qu'il était blessé. Et là, on parle d'une suspension à vie. Est-ce que c'est juste à ce... Déjà que là, on sait que le gambling est de plus en plus présent dans le sport professionnel. Oui, la semaine passée, Roger, tu avais un bon point, c'est une question de jugement, mais t'es jeune, on a tous été innocents. Si on commence à faire la liste des choses innocentes que j'ai faites à cet âge-là, on finira plus, tu comprends-tu? Fait que je me dis, est-ce que ça devrait pas être un espèce de, justement, comme pour les drogues de performance, les stéroïdes, est-ce qu'on y va avec un 80 matchs en partant, puis après ça, on espère qu'il a appris sa leçon, ou c'est tout de suite automatiquement banni à vie? Me laisser jouer Moi, si j'aurais été MLB, j'aurais parlé comment parler à tout le monde au début. Quand tu commences à prendre de l'argent des sites, tu penses que les joueurs ne commenceront pas à gager, mais tu sais, c'est se mettre la tête ensemble un petit peu. C'est comme la même affaire qui est arrivée avec les stéroïdes dans le Mitchell Report. Là, c'est de valeur parce que là, ça va commencer à sortir. Ils vont vouloir faire des exemples avec les joueurs qui n'ont pas vraiment un gros impact. C'est ça que j'ai un petit peu de la misère là-dessus. Ah, et puis ils n'auront pas les grosses vedettes autant que les jeunes, selon moi. En tout cas, je pense qu'il va y avoir double standard. Est-ce que je me trompe là-dessus aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne me surprendrait pas. J'espère que non. J'espère que ça... C'est pas à cause qu'Otani, c'est un gros nom qui n'ont pas fait la même investigation. Là, il y a 4 autres joueurs en plus de ça. Tu sais, c'est quoi qu'ils vont faire à MLB? Là? Ils vont juste dire on bannit tout le monde, puis c'est pas correct de faire ça. Ben, pourquoi que ils ont besoin de changer le système? Ils ont besoin vraiment d'être capable de diviser les joueurs puis de dire vraiment, OK, c'est dangereux. Vraiment, l'éducation, ils ont besoin d'éducation. Ils ont besoin d'un gars comme Pete Rose de leur dire c'est quoi, qu'est-ce qui arrive quand tu fais des niaiseries comme ça. Tu sais, c'est de valeur, mais c'est ça qui va arriver. Il y en a de plus en plus. Puis ça va être pire. Ça va être pire que l'enquête Mitchell. On en a parlé l'autre jour. Ça va être pire parce qu'aujourd'hui, parier, tout le monde parie. Écoute bien, on regarde un match du Super Bowl, tout le monde parie dans le baseball. Ça sera pas pire parce que ça ne peut pas être utilisé contre la Collective Bargaining Agreement pas encore. La prochaine fois parce que MLB va avoir nier ça. Parce que là, le Mitchell Report il est utilisé pour négocier un contrat de... Point. La seule raison pourquoi ça a sorti. Parce que sinon, il n'aurait jamais fait ça en 98 quand les home runs avec les Maguire. Il n'en a pas parlé dans ce temps-là. J'étais là, moi. Et on voyait la créatine dans le vestiaire. Il était là. Mais la créatine, tu sais, c'est... Non, mais c'est banni pareil. On comprend, là? Je comprends ce que tu dis. Tu sais, quand je parlais, ça mettre la tête dans le sable et pas entendre ils veulent pas savoir que les risques qui arrivent avec le gambling. Mais le gambling est là. Les jeunes au collège, ils ont tous des bookies. Tu sais, il faut vraiment... La réalité, c'est ça. Là, tout le monde et là, la réalité. Fait que, tu sais, tu peux pas prendre et dire un problème, ça n'arrivera pas. Tout le monde, parce que tout le monde a du bon sens. Non, il y a des jeunes qui n'ont pas de bon sens. Il y a du monde qui ne pense pas pareil. Quand tu peux dire, gars, je peux gager sur une game, j'ai une information. C'est la même affaire qui arrive sur Wall Street. Ça, c'est insider trading. C'est la même chose. C'est pas compliqué. Mais c'est juste MLB, il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il s'adapte très, très vite parce qu'un gars comme Otani qui est déjà là-dedans, fait que ça l'ouvre les yeux. Si ça avait été ces joueurs-là, des mineurs qui ont gagé 150$, 250$, mais là, tu as Otani qui ont mis vite ça a passé 2-3 jours, fini, 4 histoires différentes. Là, il commence à avoir du monde qui commence à sortir encore plus. Fait qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose. C'est quoi le système en place pour essayer d'éliminer ça? Parce que veut pas, c'est l'intégrité de match. Hein. Si on commence à dire au gage, puis là, ça commence à fucker tout au complet, la confiance. La confiance du Major League Baseball, du brand de Major League Baseball, c'est vraiment important. Oui. S'ils ne pensent pas à ça, à protéger ça, le brand de Major League Baseball, ils vont perdre leurs fans, puis leurs fans vont dire, gars, on ne peut même pas gager, on ne sait même pas si c'est vrai ou c'est arrangé. On va commencer à dire c'est arrangé, mais... Du gambling arrangé. Comme le WWF, ça paraît comme le wrestling. Tu sais, oh non, j'ai pas dit que c'est arrangé à la lutte. Hey, s'il vous plaît. Eric, dis-moi d'autres choses que ça, s'il vous plaît. On change de sujet avant que je puisse vous séparer. On change pas de sujet. Le point... Excuse, j'ai pas... Non, c'est tout. Moi, je le mec t'es là, Eric. Là, c'est moi, il faut qu'il gère d'ici la fin du podcast. Juste pour terminer sur les paris, les joueurs vont toujours être suspendus à vie. Pour 2 raisons. Shoot us Joe Jackson et Pete Rose. On a donné le ton avec ces 2 joueurs-là. Alors, aussitôt qu'un joueur est maintenant pris dans le gambling, il va être suspendu à vie. Et Pete Rose est là. Pete Rose, moi, ça fait que je comprends pas. Tu vas aller en prison, tu peux sortir après 25 ans. Mais au baseball, je comprends ce que tu dis.
Moi, je comprends ce que tu dis, mais oublie pas, là, présentement, les jeunes le savent, là, c'est présent à 100 là. Le contexte est complètement différent dans le temps. Là. Dans le temps, c'était des bookies, c'était des gars de la mafia que tu allais donner l'argent là. C'est complètement différent. En plus, ils étaient coach. Fait que là, les jeunes, les joueurs qui ont engagé, c'est comment qu'ils ont engagé un 150-200$, c'est complètement différent. Faut-tu mettre quand même là, le contexte, la situation, que les jeunes, depuis, ça fait 5-10 ans qu'ils sont au collège, ils gagent tout. Fait il faut que tu arrêtes ça au début. Il faut que tu commences à le monter, gars. Là, si tu fais ça quand tu es jeune, c'est une addiction que tous les jeunes ont. Là. C'est pas juste 4-5 joueurs, là, c'est tous les jeunes. Il faut vraiment être. Si on pense que ce ne sera pas un problème, il faut vraiment se mettre la tête à. Vraiment pas il est là, puis il va être là longtemps encore. Mais je pense que la semaine passée, tu en as parlé, Eric. Il faut arriver avec des systèmes bien planifiés pour rencontrer les jeunes, leur dire voici les dangers. Et non pas de danger, on va te taper ses doigts. Voici le danger hors de ça. Qu'est-ce que ça fait pour ta famille? Qu'est-ce que ça peut faire pour ta carrière? Ça, c'est important, on oublie de le faire. Oui, tu le dis, mais aussi, une autre façon aussi, la façon que tu peux faire, c'est de dire aux jeunes, si tu t'engages dans faire ces situations-là, te mettre dans une situation comme ça, mais ton stock va descendre. Fait que, tu sais, veux pas, il faudrait qu'ils payent les joueurs par rapport à ça. Il faudrait qu'ils changent la façon, tu sais, on paye les joueurs juste à être sur le terrain. Là. Ils ont besoin de se faire payer à chaque fois. Chaque fois qu'ils vont sur social media, des choses comme ça, va être vraiment plus positif. Si ils savent que, mettons, ils se font pogner à gager, ils ne se font pas payer autant, des choses comme ça. Tu sais, c'est juste attache. Oui, mais attends, je t'arrête 2 secondes, Eric. Tu gages pas parce que tu vas prendre ta retraite avec ça. C'est un jeu, c'est un rush d'adrénaline. Oui, mais si tu le sais. Au casino, tu comprends secondes, moi, je fais 100 millions par année. Okay? Ah ouais? Hey, j'ai mal négocié mon contrat. C'est depuis cette semaine avec vous autres. Mais c'est quoi prendre 1 million à 10 contre 1? Ah, c'est clair. Quand j'en ai 100 par année, je prends ce million-là. Nous autres, on n'a pas des chances. On a des chances de gagner. 10 contre 1, je mets le million. Puis je suis 0 en 4 chaque fois qu'un coureur est en position de marquer. Moi, dans le fond, c'est même pas les joueurs qui m'inquiètent. C'est la famille alentour, c'est l'entourage des joueurs, c'est l'information qu'ils m'ont dit. Que tu regardes une game, je joue assis, je regarde une game, puis je vois qu'un joueur il est blessé ou qu'il va pas bien, puis tu te quittes, tu le vois tout de suite. Fait que tu ouvres vraiment un Pandora's Box. Tu ouvres quelque chose qui n'a jamais été ouvert avant. C'est légal, c'est correct, mais là, il faut que tu trouves une façon pour être sûr que les joueurs sont vraiment guidés par rapport à savoir c'est quoi les problèmes avec ça, c'est quoi, pourquoi ils ne devraient pas faire ça. Puis incentivize. Comment on dit incentivize en français? C'est initiative. Incentivize, ça veut dire. Ouais. Ça, exactement. Fait que si tu gages, tu pourras faire moins d'argent, puis si tu gages pas, tu sais, c'est juste être sûr que les joueurs devraient se faire payer à chaque date, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui a été mis sur un game légalement. On ne va pas changer ça. C'est le revenu du gambling, en fait, c'est ce que tu veux dire. Mais en fait, puis moi, ce que j'espère, c'est que, tu sais, on sait qu'à l'époque des stéroïdes, le baseball majeur a fait l'autruche, comme tu l'as dit plusieurs fois. Puis ils ont juste laissé les choses dégénérer jusqu'à temps que ça devienne trop évident. Puis là, évidemment, ils ont voulu faire « Oh mon Dieu, on ne le savait pas, on a fait un rapport. » J'espère qu'ils ne feront pas la même affaire avec le gambling parce que, tu sais, je veux dire... C'est sûr. Les gars, les paris, c'est sport. À cause de l'âge de mon père, je suis venu au monde un peu plus avant vous autres. C'est à cause de mon père. Oui. Si mon père n'avait pas eu cet âge-là, j'aurais été beaucoup plus jeune. Mais j'ai vécu à travers de quoi? Le monde des courses. Pendant que moi et Pierre, on est en train de faire les mathématiques dans nos têtes, vas-y. À Blue Bonnet. Blue Bonnet, c'est Richelieu, que les gens doutaient que les conducteurs, c'était des courses arrangées. Ça a fait quoi aux courses? Les courses de chevaux aux États-Unis sont pénalisées beaucoup avec ça. Tu t'en vas ensuite de ça avec d'autres sports où on met en doute la boxe à l'époque. La boxe des années 50, 60, on doutait si la boxe était arrangée. Pardon? À l'époque? Juste à l'époque? Moi, je parle toujours d'époque. Juste des années 50. Je parle juste d'époque parce que je veux pas que quelqu'un me dise aujourd'hui, ça se passe plus. Je veux parler de l'époque qu'on doutait. C'est là qu'est la grande différence. Et on a vécu en disant « Ah, c'est pas ça ». Mais t'es arrivé quoi, ce monde de sport-là? Le monde a débarqué. Et c'est ça qui est la crainte du baseball. Le point que Eric soulève, si les gens mettent en doute la crédibilité d'un match, à compter de ce moment-là, t'es fini. Le basketball collégial a eu tellement de problèmes des années 70. J'allais justement parler de ça, mais ça a refait recruter. Oui, mais des années 70, là, les gens bannis parce que on va se gagner par 8 points. Oups, ils gagnaient par 6. Les gars faisaient exprès. On appelait ça shader des points. Mais là, maintenant, on est allé autour. Mais il y a eu des doutes longtemps sur le basketball. Ah oui, collégial, je te parle. Puis pas juste ça, on en a parlé la semaine passée, puis on répète encore, mais je veux dire...
tu regardes une game, tu vois un arbitre faire un mauvais call flagrant, tu vas te poser une question. Tu vas avoir un joueur vraiment Pourquoi dans un moment... Écoute, basketball, il y a un arbitre qui parie à ses matchs. Exact. Au baseball, non. non. Il faut juste pas briser mais le les rêve, autres, le plaisir de regarder une game en se disant à chaque fois que ça va pas exactement. Oui, mais il faut trouver des solutions, comme Eric dit. Il faut trouver des solutions immédiatement et non pas attendre qu'il est trop tard. C'est tout. Je veux juste pas que ce soit un gros joueur. Comme ça, des gros joueurs qui se fait pogner à un moment donné, là, ça va changer complètement. Ça va arriver. L'intégrité, c'est sûr que ça va arriver. C'est une question de temps s'ils font pas de changement. S'il n'y a pas de changement qui se fait, là, tu vas avoir des jeunes qui vont se faire pogner. Il y a 10 ans, ils ont engagé, je sais pas quoi, ça va sortir. Tout va sortir. Ouais. À un moment donné, c'est un bookie. Tu mets un 100 000 avec un bookie, puis là, il y a une mauvaise humeur. Si tu ne gages pas avec, tu es rendu des majeurs. Il va vouloir quelque chose, il va vouloir de l'argent. Vous dites, t'en rappelles-tu le bet de 100 000? Voilà quoi, c'est sûr que ça va revenir. C'est une question de temps. C'est pas compliqué. Là. Puis, tu sais, connaissant le baseball majeur, tu sais, je veux dire, de toute façon, ben, regarde. Le sport majeur. Je m'excuse. Le sport majeur. Le sport majeur, oui. Mais, tu sais, Ohtani en a encore pour un bon 10 ans joué, selon moi, on s'entend. Là. Fait que, quoi, il y a 28? Il y a 30 ans? Ohtani, en tout cas. Mettons 8 ans. Je serais vraiment déçu de savoir que dans 10 ans, ils vont faire « Ouais, finalement, on a eu un nouveau rapport comme quoi il aurait gagné juste des matchs. On ne savait pas à l'époque. » Hey, bullcrap, comme on dit. Hein? J'ai dit bullcrap. T'es-tu content, Roger? Hein? Quand même. Hein? Juste tout à l'heure, Eric a lâché un petit, mais j'ai pas dit un mot. C'est Eric qui a le droit. Quand c'est rendu qu'Éric Gagné sac plus que Maxime Martin, on a un drôle de podcast. Le podcast, il y a eu un vent Valérie. Quand tout à l'heure, j'ai juste un petit peu, à l'intérieur. Hey, on change de segment parce que le temps passe. On va tout de suite du côté de ce qui se passe cette semaine au Stade Canac à Québec. Ouais, j'ai choisi le bon moment de changer de sujet. Mais, man, honnêtement, je veux vraiment parler aux gens. Vous n'avez pas encore découvert le Frontier League. Du côté de Québec, je pense que tout le monde y a été au moins une fois. Exactement, mais Trois-Rivières, c'est évidemment, encore une fois, en croissance. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux, donc Trois-Rivières récemment. C'était vraiment hallucinant. Du côté de Québec, quand même une semaine intéressante. En fait, du côté de la division S dans la Frontier League, tout est pas mal serré, honnêtement, à partir de la deuxième. Et on a justement Québec qui est en train de faire une petite remontée. Trois-Rivières qui est à 50. Je vais te donner mon opinion sur Québec. Vas-y. Okay. Charles Demers, là-bas, l'année dernière, ils ont eu un très mauvais début de saison. Et à peu près à la même date, début du mois de juin, il a fait des échanges. Préparez-vous de voir Québec faire des échanges majeurs pour avoir... Ah oui. Ils l'ont fait l'année dernière. Parce que ça... Ben, ils ont l'impression, ils sont un peu comme les Yankees de la Frontier League, ils gagnent à chaque année. Ben voilà, alors, tu vois. Eux autres, d'après moi, ils vont faire des échanges. Je ne suis pas surpris du tout de voir des échanges majeurs dans les prochains semestres, justement avec l'équipe de Québec. Ben là, ils s'en vont à New England, qui est une équipe d'expansion qui est en dernière place de division, avec seulement 5 victoires. Fait qu'honnêtement, il faut que tu sortes de là avec au moins 2, si c'est pas 3. Exactement. Puis après ça, on va du côté des Grizzlies de Gateway. J'ai pas checké c'était où Gateway. C'est dans l'Ouest. Ça, par exemple, je sais. Exactement. Qui est une équipe qui a 15 victoires, 7 défaites, je me trompe pas présentement. Donc ça va être aussi un test. Comme tu dis, avant de faire des échanges, ben, j'imagine que ça aussi, en tant que DG, avant de paniquer, tu veux voir où est-ce que tu te situes par rapport aux bonnes équipes. La saison est courte. Faut pas que tu oublies ça. Là. Le mois de septembre, il compte pas là-bas. Faut que tu fasses des décisions vite. Ben écoute, moi, je vais t'accueillir. Aussi, la première moitié, deuxième moitié, c'est ça? Rappelle-toi, ça c'est la même chose encore? Première moitié gagnant, deuxième moitié gagnant. Non, ils font plus ça. Non. OK. Oubliez ça, Eric a mauvaise information. Parce qu'Éric, quand je regarde justement ce que c'est que Québec a toujours fait, des bons changements et stabilité. Stabilité avec le meilleur joueur et stabilité comme gérant et la direction. C'est là qu'est la grande différence. Mais ils sont prêts à faire des changements. Ben, tu l'as dit, puis on n'y est pas contre ça, c'est les Yankees de la Frontier League. C'est une franchise qui a prouvé... Comment tu vas avoir les Yankees... Pense-y comme il faut, là. Les Yankees avec un stade nostalgique d'une beauté incroyable. Ouais. D'incroyable. On va beau de parler du Fenway, on a le droit de parler de Wrigley, mais à Québec, là, quand tu t'assois dans un stade à Québec, tu regardes les matchs de baseball, tu as joué là. Tu as joué à Fenway, Comment tu compares Fenway, juste pour le fun? Attends une minute, là. Complètement pareil, identique. Ton côté romantique me touche, Roger, mais là, honnêtement, Fenway puis Québec, c'est extraordinaire à Québec. Non. Okay. Québec, tu l'as joué, là, compare pas à Fenway, mais quand dans le contexte, il est dur à battre. Il est dur à battre. Non? Le baseball au Québec, c'est vraiment beau, c'est le fun. Le stade, il est tellement une belle location, des gros... Michel va dire, on parle pas comment que ça sent le baseball, mais à Québec, ça sent le baseball. Quand tu arrives dans le stade, ça sent le baseball. C'est vraiment, l'atmosphère est différente. On va dire, le son est différent. C'est beau. C'est vraiment, c'est
c'est le baseball à l'étopeur. Tu arrives là, les fans adorent leurs joueurs. Puis c'est quelque chose qui était vraiment difficile. Les Saint-Paul-Saints, ils l'ont fait, mais là, ils sont rendus dans les mineurs. C'est ça que. J'espère que ça n'arrivera pas, ça, à Québec. J'espère que ça va rester vraiment le baseball indépendant parce que je pense qu'il y a quelque chose de spécial qu'ils ont fait. Ça fait quoi, 20 ans là, qu'ils sont là? Le baseball indépendant, le joueur t'appartient. Le baseball mineur, tu le loues pour une semaine. De toute façon, on l'a dit, mais avec le repêchage, qui va y avoir probablement de moins en moins de rondes pour le baseball majeur, ça va se passer dans les ligues indépendantes. C'est là que les dépisteurs vont se déplacer pour aller voir le talent qu'ils ont manqué. J'ai hâte que Burlington se joigne à la ligue. Ah oui! Ça serait-tu... Le vieux stade à Burlington. Ben exactement, un des plus vieux stades en Amérique du Nord, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est ce qui se passait du côté du stade Canam. Maintenant, on va se déplacer tout de suite pour un petit tour chez les Aigles. Ah ouais, mon Simon, pince ses pitons! On fait le switch! Exact! Wow! Man, hein? Man, il a comme volé le deuxième but sans qu'on le voit, même sans qu'on lui donne permission, man. Il a pris le green light lui-même, man. C'était hallucinant. Et évidemment, du côté des Aigles, bon, on a vu une belle séquence de 6 victoires. Là, on a deux défaites de suite, mais je pense pas qu'on est sur le bord de paniquer. Moi, je suis allé les voir. Le noyau de joueurs est très intéressant du côté de Trois-Rivières. Écoute bien, ils ont été chercher Pelé pour les aider comme directeur gérant. Et quand je dis directeur gérant, du personnel. Puis il a cherché des joueurs qu'il connaissait. Et avec l'aide de son monde et son... Comment je pourrais dire? Ses connaissances, oui, mais surtout son groupe d'amis dans le baseball mineur, ça lui donne la chance à Trois-Rivières d'avoir une meilleure équipe cette année. Ils vont être assez dangereux. Oui, puis d'avoir un noyau Québécois, il y en a du côté de Québec aussi, mais du côté de Trois-Rivières, je trouve ça fun parce que les gens peuvent s'identifier aux petits gars de chez nous, comme on dit. Puis je trouve que c'est surtout l'impact sur le baseball mineur. Quand tu t'identifies aux joueurs, tu es capable, parce que moi, quand j'étais là le dimanche, je pouvais descendre sur le terrain, parler avec les joueurs. Puis c'est pas tout le monde qui est bilingue, évidemment. Fait que quand tu es capable de parler avec un LP Pelletier, un Jason Terrien en français. T'es content? Puis, tu sais, t'as 10 ans, t'as les yeux, man, pleins d'étincelles, puis, tu sais, quelqu'un qui donne des conseils. C'est un joueur des majeurs, pour lui. Exactement. Fait que ça va être bien intéressant. La course va être vraiment intéressante cette année du côté de l'Est, autant du côté de Trois-Rivières que du côté de Québec. Et sans oublier Ottawa, on aime ça, ce triangle des Bermudes-là. Ottawa, tu vois, je t'espère aller voir les Aigles là-bas. J'aurais été curieux de voir à peu près les assistances, de quoi ça a de l'air. Ça pogne pas autant que chez nous, qu'est-ce que tu veux, ça a l'air qu'on aime le plus le baseball que du côté de la capitale nationale, mais ça m'amène quand même à faire un lien. C'est quoi ton affaire de Montréal? Ou je vais fermer le segment pour Simon quand même. C'était la visite du côté des Aigles. Quand même, le logo, quand même, assez spectaculaire. Exactement. C'est quoi le potin de Montréal? Écoute-moi bien. Ah, c'est toi qui me le dis en plus. Écoute-moi bien. Éric t'a fait confiance. Exagère pas. Je peux pas gratter un peu? Non. Je ne sais pas encore exactement. Je veux dire que non, ça veut dire que si tu me parles demain, ça veut dire que toi, tu le sais. C'est secondaire. C'est que c'est important présentement, c'est que lui sait ce qu'il veut faire. Parce que, mettons, je dis, moi, il s'en va de telle place, puis il va pas. Qui va avoir pas connaître sa source? Non, mais tu sais ce qui va arriver. C'est sûr que dès qu'on dit que c'est game over, Quand il va te le dire, là, va te dire, c'est fait. Mais si ce temps-là, c'était lui à régler ça et pas nous. Là, il reste des détails. Il reste un petit peu de détails. Négocier mon contrat, des choses comme ça. Ça va. Il s'en va lancer à Mascouche. Tu voulais le savoir, il s'en va lancer à Mascouche. Ah, pas ouais. vrai? Non. Non, mais je pensais, je me disais peut-être un événement spécial, le lever de fonds comme j'ai fait dans une semaine. Mais de toute façon, moi, je le connais, Eric. Moi, si je l'appelle à 1h du matin, il est 10h là-bas, il a pris une coupe de whisky, je peux avoir l'information. Ouais, mais c'est pas non. Ça les reste. Rappelle-moi dans 2 heures, 3 heures. Hey, on y va pour le dernier segment du podcast, évidemment, notre segment avec Bet365. On pensait cette semaine prendre on va y aller avec les 10 meneurs pour le plus de circuits. Puis on va y aller vraiment général, pas juste américaine et nationale, mais selon vous, qui va frapper le plus de circuits dans le baseball majeur cette année? On va essayer de mettre du suspense là-dedans si on veut. Moi, je pense que, on l'a dit tantôt au début du podcast, moi, je pense Aaron Judge est toujours en mission, mais tu sais, il y a eu un début de saison un peu lent. L'année passée, ça s'est pas si bien passé qu'on aurait voulu. Le retour de Cole, honnêtement, moi, les Yankees vont être durs à battre cette année. Et je le dis, c'est une... Là, on parle des coups de circuit. Oui, je le sais, mais tu me parlais de Cole une autre fois. On parle des coups de circuit. Mais je pense que de l'enthousiasme et le fait que tout le monde soit en santé puis de voir les Yankees en première position, je vois même pas comment que Judge peut finir deuxième dans tous les coups de circuit. Je pense qu'il va pas... Moi, je pense que ça va sonner le 50. 50, Moi, c'est minimum 45, c'est ce que j'allais dire. Puis honnêtement, en fait, la question, je vais y aller de même. Lequel des noms qu'on voit ici, vous pensez qu'ils sont capables de dépasser Aaron Judge? Moi, je dirais que peut-être le seul que je verrais, ce serait peut-être Tucker. Non, même pas. Il n'y a pas personne qui va. Je pense que Judge a 21. Il y a 21 circuits. Là. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de.
Ouais. C'est dur à battre. En plus, qui est capable d'arriver à Yankee Stadium. D'après moi, il va y avoir au moins 45 home runs, mais Gunnar Anderson, non. Osuna, non. Soto, non. Mais en fait, j'allais dire, c'est mon choix. Oui. Vu que vous avez fait vos choix, Soto. Mais tu vois, j'allais dire, s'il pourrait avoir une surprise, c'est Soto. Une année de contrat, on parle de la fameuse clôture. Il est pas loin en arrière. Exactement. Mais bon, évidemment, il est dernier sur la liste, mais ça veut rien dire. Il est plus payant. Oui. Il est plus payant. Il est plus payant. Sauter sur Soto si vous avez la chance. Autant-né, je sais que tout le monde l'aime, mais j'ai l'impression qu'il trouve toujours quand même la façon de manquer un peu de temps. Tu sais, je veux dire, selon moi, il va peut-être manquer juste le nombre de matchs nécessaires qu'il va faire qu'il ne pourra pas frapper autant de circuits que les autres. Ozuna, par contre, je veux dire, honnêtement... il est parti pour la gloire. Tabarouette, honnêtement, si quelqu'un veut faire la différence puis soulager justement du côté d'Atlanta, la perte d'Acuna, c'est un gars comme lui. Mais je pense que cette fois-ci, Bet365, parce qu'évidemment, c'est jamais ordinaire avec Bet365, la cote d'Aaron Judge est basse, pas pour rien. Hein, il aurait pu mettre 2 piastres, il aurait pu l'arrondir à 2. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais un long shot, ce serait sûrement Carl Tucker. J'aime bien son swing, parce qu'il ferait des home runs pas mal. Puis Carl Tucker, c'est le c'est un bon bet. À 10, ouais. Ben, tu vois, cette semaine, on a parlé des Cards pouvant peut-être être une des équipes surprises dans la Ligue nationale pour la deuxième moitié de saison. Moi, je pense qu'une équipe qui ne sera pas négligée pour la deuxième moitié dans la Ligue américaine, c'est les Astros de Houston. Les Astros? Ouais. Ben, je vais te le parier. Sais-tu quoi? Là, on prend une pause de 3 semaines parce que avec nos horaires de fou, ça donne de même. On est vraiment désolé. Moi, c'est honnêtement 2 semaines, je trouvais ça long. 3 semaines, je sais pas comment Moi, je vais survivre. prendre ma carte Interact pour parier avec toi. Ça a-tu du bon sens? Hein? Il est dessus, hein? Il est rendu. Il est déchaîné quand je te dis. Ben, c'est je vais remplir mon compte. OK, voici. Hey. On se revoit dans 3 semaines. Voici ma pari? prédiction. Moi, je pense que dans 3 semaines, les Astros ont dépassé non seulement les Rangers, mais s'ils ne sont pas à égalité avec les Mariners, les devancent d'un match. Là, ce qu'on va aller à Québec, avec l'argent qu'il va me payer sur ma carte Interact, on va laisser payer à Gageux. On va les souper ensemble, Eric. Moi, je te paye un souper que les Astros ne sont pas en première place. C'est garanti. Mais moi, je pense qu'ils dépassent les Rangers, en tout cas, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, ma gageuse, c'est qu'ils vont... Oh, là, tu viens de changer la gageure. Là. Non, change-la pas. Non, je te dis, c'est au moins ça, mais moi, voici la gageure. C'est ça qui est le fun de... Tu sais, regarde, aussi même mettre ta barre haute. Un bon CPO à Québec. Un bon CPO à Québec, le prochain commanditaire. En fait, moi, oui, exactement. On lance l'invitation aux commanditaires. Si vous voulez avoir les 3 clowns à la table. Le prochain CPO, voilà, c'est ça. Exact. Mais moi aussi, j'aimerais ça que Bet365 nous mette les odds, excusez-moi, sur ma présence au bâton de d'au moins toucher à la balle, les cotes. Merci beaucoup, Simon. Ouais, c'est ça. Over-under. J'ai dit toucher à la balle. Non. Je veux 10 lancés. Non. Il en fait jamais 10 contre un lanceur. Je sais, c'est game over, là, je le sais. Tu vas donner 10 lancés. 10 lancés, on va voir c'est quoi. Puis t'as pas le droit de... préparer pour un match spécial. T'as pas le droit de change-up. Ah ben, c'est la Barry Bonds. Non, mais il y a quand même... La Barry Bonds, c'est bon. Ouais. Juste pas de change-up, c'est la moindre des choses. Demande un change-up. Ah, t'as le droit à juste 1 sur 10. Attends le changement de vitesse. Là. Attends-là, il va être plus facile à frapper. Ouais, aucun change-up, aucune courbe. Juste des fastballs. T'as pas de chance. Non, t'as pas de chance. Bet365. Mettez-nous les odds. On a la date. En fait, est-ce que la prochaine fois qu'on se voit, c'est à Québec, justement? Est-ce que c'est au match des étoiles? Non, c'est fin juin. OK. Exactement. Et donc, merci beaucoup. Chance que tu es là. Et après ça, parce que c'est la mi-juillet. Je cache pas le 16 à Québec. Là, mais je vois, mon passé me rattrape, honnêtement. Il y a de moins en moins de trucs qui fonctionnent ici. Fait que profitez-en pendant que... Je veux pas te faire de la peine. Même avant ton passé, c'était la même chose. Wow! Quelle belle façon de terminer le podcast. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe. Évidemment, voici aussi nos réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre, évidemment, pour rester en contact avec nous, nous envoyer vos messages, voir ce qui se passe, les actualités de Game Over. Je ne sais pas si on peut les mettre à l'écran. Est-ce qu'on a... Je vais demander... Ah, ben, ils sont tous là. Merci, Simon. Ils sont tous en haut. Ouais, c'est parce que je ne voyais pas avec l'écran ici. Merci à vous deux. Merci à LP. Merci à Simon. Merci à Vicky. Simon, il ne faut pas que tu oublies une chose, là. Eric et moi, on a un problème. On a plus qu'un problème. Non, on voit tout ceci qui est devant nous autres, mais pour une des rares fois, je peux dire, le gars à côté de moi, il est trop petit pour voir ce qui est en haut. Non, mais j'avais le toupette d'en face pour ça. Ciao tout le monde, à la prochaine. Salut là. Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite série gagnée avec ta balle bouchette.
T'as déjà striké dans tes bichettes, et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée.